Bonjour à tous, bienvenue dans Hors Trace, le podcast où on parle d'aventure, d'entrepreneuriat et d'expériences qui nous poussent à sortir de notre zone de confort. Dans chaque épisode, on échange avec des personnes qui ont choisi de vivre des projets un peu hors normes et d'en tirer quelque chose de plus grand, que ce soit humainement et professionnellement. Aujourd'hui, on reçoit Andy Carelli, qui est aventurier et entrepreneur. Alors Andy a traversé la Mongolie et l'Islande à pied, et plus récemment, il est parti de Valenciennes à vélo pour rejoindre Rovaniemi en Finlande, dans une aventure qu'il a transformée en film qui s'appelle Sur la route des rennes. Le but de cette expédition, c'était d'apporter les lettres des enfants malades directement au Père Noël. Un projet à la fois sportif, humain et symbolique qui lui a permis de remplir plusieurs salles de cinéma. Alors Andy, c'est pas seulement un aventurier, c'est aussi un entrepreneur puisqu'il dirige Ludis, une entreprise qui intervient dans le domaine de la santé au travail. Dans cet épisode, on va parler avec lui du lien entre aventure et entrepreneuriat, de dépassement de soi, de mental, de résilience et de tout ce que ces expériences extrêmes peuvent apporter dans la vie perso comme dans le monde professionnel. Si vous voulez visionner le film d'Andy, vous retrouverez directement le lien du film dans la description du podcast et sous la vidéo YouTube. Et de votre côté, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de nous suivre directement sur nos plateformes, que ce soit justement sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcast. Ça nous permet de continuer à mettre en avant le podcast et surtout de continuer à recevoir des invités exceptionnels. Alors on se retrouve tout de suite avec Andy Carelli, qui est aventurier entrepreneur. Bon visionnage. Hors trace, sortir du cadre, simplement. Heureusement, déjà, on a un lieu sympa grâce à Simon. C'est ça. En plus, je sais que Simon, il aime bien venir ici. C'est Ouais, un nous peu on campe ça. régulièrement, effectivement. On en reparlera. Peut-être que Ouais. toi aussi tu fais des petites aventures comme ça avec ta famille, mais nous on aime bien venir ici pour camper un peu et pour sortir un peu de la morosité du nord de la Ouais. France pour le coup. Ça fait du bien quoi. On s'est dit que toi qui es habitué un peu à l'extérieur quand même, on s'est dit on va faire un truc en extérieur. En vrai, c'est plus sympa que de faire un Oh, bah, truc carrément. En dans pleine dans nature. un salon, dans un studio de podcast ou autre. Donc on te dit ravi de t'avoir avec nous. On va parler de business, on va parler de développement de soi, on va parler d'aventure, de sport, de bien-être. Parce que c'est un peu ton leitmotiv, un peu, ça tourne un peu généralement autour de ça ton contenu, donc c'est plutôt cool. Euh, si tu le veux bien, en fait, je vais juste te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et puis pour ceux qui aimeraient apprendre à te connaître. Et ben avec plaisir. Mais déjà, merci à vous de m'avoir fait venir dans ce beau lieu. Donc moi, c'est Andy, ouais, j'ai 34 ans depuis quelques jours. Je suis, d'un point de vue un peu plus personnel, je suis père de famille, j'ai 2 enfants, j'ai une petite fille de 8 ans et un petit garçon de 4 ans. Et je suis aussi pacsé depuis une dizaine d'années maintenant. Et j'ai l'habitude en fait de me présenter moi avec un peu mes 3 vies. Ma vie perso que je viens d'expliquer, ma vie professionnelle avec mon entreprise Ludis que j'ai développée depuis 2014. Donc c'est une entreprise qui est spécialisée dans la prévention santé et le bien-être en entreprise. Ok. Et ma troisième vie avec mes passions pour la nature, l'aventure extrême. Mais ça, on va voir tout ça, je pense, dans le podcast. Il y a de quoi faire quoi. Le plus dur, ça va être de ne pas déborder, de ne C'est pas ça. être trop long parce que il y a plein de trucs à raconter. Donc, Exactement, ouais, on va essayer de concilier un peu le truc. On va un peu scinder le podcast en deux. On va déjà parler un peu de ton aventure sur laquelle tu parles le plus en ce moment sur la route des rennes. Je te laisserai Ouais. en parler après. Ensuite, on parlera également de Ludis, hein, parce que l'idée un peu de ce podcast, c'est de lier un peu l'aspect entrepreneurial avec l'aspect aventure. Nous, on est deux passionnés un petit peu aussi de ces milieux-là de notre côté. Donc toi, de ton côté, du coup, tu as fait un documentaire là, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. En tout cas, tu l'as mis public il n'y a pas si longtemps que ça, qui s'appelle La route des rennes. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement ce projet, cette expédition? Sur la route des rennes, c'est un projet qui est né en 2024. Donc moi j'avais déjà fait des grosses aventures avant, j'avais traversé la Mongolie à pied, j'avais traversé l'Islande aussi en courant, et j'avais fait aussi la traversée du lac Dinari qui est au nord du cercle polaire arctique en ski. En fait pour chaque aventure, moi j'aime bien lier une cause en fait à tout ça pour pouvoir inspirer et mettre en avant des gens ou des associations à travers mes différentes aventures. Donc, par exemple, l'Islande, j'étais parti pour vaincre la mucoviscidose. Inari, j'étais parti pour le changement climatique. Et en fait, j'ai toujours, moi, voulu faire quelque chose pour les enfants, mais pas simplement ramener des sous pour une asso, parce que au final, l'argent pour les enfants, ça n'a pas vraiment de valeur. Mm. Ils ne le voient pas forcément, alors ils se rendent bien compte de tout ce qu'on fait grâce à l'argent qu'ils récoltent. Mais moi, je voulais quelque chose de très concret pour eux. Et ça a été très vite. En fait, j'ai réfléchi à OK, qu'est-ce qui est concret pour les enfants? Qu'est-ce qui fait rêver les enfants? Et en fait, la première chose qui m'est venue en tête, c'est le Père Noël. Ok. Je veux dire, voilà, le Père Noël, c'est un truc qui nous a tous fait rêver. Et en fait, j'ai construit le début de cette aventure comme ça en me disant, OK, je vais aller voir le Père Noël. Mais avec mon côté aussi un peu extrême. Donc là, il y avait plusieurs moyens d'y aller.
C'était la première, c'était à pied, comme mes précédentes aventures, sauf que faire 2800 km à pied, je ne suis pas sûr que ma vie perso n'en prenne pas un coup, Ouais. parce que 2800, on est parti pour au moins 6 mois. Ouais. Du coup, c'est comme ça que naturellement, en fait, le vélo est venu s'intégrer dans l'expédition. Et en fait, j'ai continué à construire comme ça, donc vélo, Père Noël. Et puis j'ai décidé de faire un départ de Valenciennes, qui est ma ville natale, jusqu'au village du Père Noël, Rovaniemi, Mhm. en vélo. Avec l'objectif, cette fois-ci, de faire un vrai film documentaire qui puisse inspirer le maximum de personnes. Parce qu'en fait, le but, on en reparlera peut-être après, mais c'était de rattacher en fait toutes les familles, tous les enfants qui ont des débuts de vie compliqués, donc des cancers pédiatriques, maladies pédiatriques, etc. Et de faire un vrai film documentaire avec tout ça. Ok, trop bien. Et alors, effectivement, on en reparlera un petit peu après, mais là, tu parles de la réalisation d'un docu, etc., et que tu avais déjà fait pas mal d'expéditions, la Mongolie, l'Islande et compagnie. Ça vient d'où, du coup, cette passion, justement, pour l'aventure? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer à voyager il y a quelques années, du coup? Parce que mine de rien, tu voyages pas comme tout le monde, tu fais quand même des Ouais. aventures un peu particulières. Moi, j'ai plein de potes à moi qui partent en vacances, qui voyagent, mais qui vont en all inclusive ou qui vont en hôtel. Toi, quand même, tu sors sur des grosses expéditions. Le lac Inari, c'est quand même costaud, Ouais. la Mongolie également. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé, en tout cas, à aller faire des expéditions un peu plus engageantes, on va dire? Mais j'ai toujours déjà été un passionné de la nature. J'ai toujours, quand j'étais gosse, je grimpais toujours dans les arbres. J'ai toujours eu un contact particulier déjà avec la nature. Et j'ai toujours été aussi un peu borderline, au grand désarroi de mes parents. Mais j'ai toujours aimé aller au-delà des limites, donc que ce soit dans mon cursus scolaire avec les profs, que ce soit dans les limites qui me fixaient mes parents. J'aimais toujours aller un peu plus loin de ce que j'avais le droit. Donc j'ai toujours eu cet ADN en fait, en moi de l'extrême et de la recherche de mes limites. Et moi j'ai aussi une leitmotiv en fait, c'est que en fait moi dès que j'ai un rêve, en fait je mets tout en place pour le réaliser tout de suite. Et ça arrivait à peu près à mes 18 ans, 19 ans. En fait j'ai perdu mon père moi d'un cancer généralisé qui D'accord. est décédé en l'espace de 9 mois. Ok. Et mon père faisait partie de cette génération des années, il est né dans les années 60, cette génération qui mettait beaucoup d'argent de côté pour préparer la retraite, etc. Voilà. Tous ceux qui sont nés dans les années 60 avaient cette touche un petit peu de se dire je mets de l'argent, je profiterai plus tard. Et au final, mon père est décédé à 48 ans, il n'a pas pu profiter. Et du coup, moi, je me suis dit, en fait, la vie, c'est maintenant. Si j'ai envie de faire des choses, en fait, je les fais maintenant parce que peut-être que comme mon père, à 48 ans, en fait, je serai plus là. Mhm. Et est-ce que, aujourd'hui, je peux dire que, alors je ne souhaite pas, mais si je pars à 48 ans, comme mon père, en fait, j'aurais réalisé déjà pas mal de choses. Parce qu'en fait, tout ce que j'ai envie de le faire, je le mets en place tout de suite. Voilà. Et je fais tout pour le mettre en place, en tout cas. Ok. Ok, trop bien. L'idée, c'est de pas trop regarder dans le rétro, quoi. On va se dire de ne pas avoir de regrets et c'est Ouais. de vivre à fond et à 100% tout ce que tu veux faire, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis ça, c'est mon côté bélier. Moi, je suis né au mois d'avril. Ouais. Donc, je Tête fonce baissée. tête baissée. Et bon, voilà, il y a plusieurs écoles, hein. Moi, je regrette rien. Il y a certains béliers qui foncent et qui, malheureusement, se prennent des murs à un moment donné. Moi, pour l'instant, j'arrive plutôt bien à gérer cette partie tête baissée, tête Ouais. brûlée, tête baissée. Des fois, tu peux te dire que tu peux te brûler un peu les C'est ailes, ça, mais exactement. des fois, c'est beau aussi quand même de pouvoir y aller à fond et de se dire, j'ai aucun regret. Et je pense que tu as aussi ce goût de, mine de rien, ce goût du risque. T'as pas peur du risque et t'as pas peur de la douleur non plus, parce qu'il faut faut aimer se faire mal, mine de rien, pour pouvoir se dire, voilà, je vais prendre mon vélo et je vais faire autant de kilomètres tu sais qu'à un moment donné, tu vas te retrouver Ouais. face à la douleur, quoi. Et en vrai, c'est intéressant, nous, on se pose pas mal la question, on tourne pas mal autour de ça, sur le fait de se faire un peu mal, tu vois, d'être un peu un dur au mal, de savoir un peu où est le point de non-retour, tu vois, de te dire, Ouais. à un moment donné, tu vas souffrir, mais cette douleur-là va te permettre de te faire avancer Ouais. jusqu'à une certaine limite physique ou physiologique. Toi, comment tu appréhendes un peu ce rapport à la douleur? Parce que je suppose que sur ton trajet, à un moment donné, tu as dû te dire, voilà, physiquement c'est dur, mentalement c'est dur. Ouais. Qu'est-ce qui te fait tenir finalement face à la douleur, toi? Déjà sur la partie préparation en elle-même, tu vois, c'est pas des choses auxquelles je pense beaucoup. Alors je me prépare pour avoir le moins mal possible, Ouais. mais tu vois, je me mets pas dans des situations où je me dis, voilà, à tel moment, je vais lutter, à tel moment. Parce qu'en fait, quand tu es en aventure, il se passe tellement de choses
qu'en fait tu peux rien prévoir réellement dans ce truc-là. Il y a la météo, il y a la partie émotionnelle qui peut prendre le dessus à certains moments et du coup occasionner des blessures un petit peu plus physiques. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Mais moi aujourd'hui, en fait, je prépare mes aventures de la meilleure des façons en me disant il faut que je sois prêt physiquement et ensuite je me laisse aller. Tu vois, je me laisse. Ok. C'est pour ça que je me laisse porter un petit peu par ce que peut m'offrir aussi l'aventure et je suis pas quelqu'un qui va être déçu si jamais une journée j'avais décidé de faire 150 km, c'était noté dans mon roadbook et que malheureusement parce que j'ai un peu mal au dos, je vais faire 80. En fait, je vais pas être énervé, je vais pas non en fait j'accepte et puis c'est comme ça et puis voilà, l'aventure elle sera encore plus belle parce que je me serai dépassé, je me serai adapté et moi je vis vraiment comme ça en fait. Ouais. C'est pas des contraintes pour moi tout Ça ça. te permet d'avoir aussi une espèce de gestion des imprévus quand même assez important. Et là, je pense à ça parce que pendant le documentaire, on peut en parler maintenant, mais quand tu as eu affaire à un moment donné à un certain nombre de rebondissements, je pense notamment à la route bloquée qui t'a empêché de continuer. Comment tu gères En fait, toi, quand tu es face à ça, c'est quoi ta première réaction finalement? En fait, moi je réagis très vite, c'est pour moi un problème, une solution. Ouais, Et ceux qui décident de partir à l'aventure et qui n'ont pas cette petite touche, en fait, ils peuvent vite se retrouver, désolé du terme, mais dans la merde, ouais, parce que en fait, tu peux ne plus avancer parce qu'il t'arrive un truc lambda, hein. Je veux dire, là, sur le documentaire, on le voit, une route bloquée en Allemagne, ça me faisait faire un détour de 80 km. En fait, tu peux vite te retrouver dans l'embarras et te dire en fait qu'est-ce que je fais, est-ce qu'on fait demi-tour parce que ça ouais, faisait 4 jours qu'on était parti. Euh, En fait non, tu vois. Et là la solution, alors qu'à la base j'étais parti pour faire du vélo du début à la fin, en fait là la solution c'était ok, on met le vélo dans le van de l'équipe de prod, on fait les 70 km du détour en vélo et puis on repart de l'autre côté. Tu vois, alors, et ça, moi, je le dis ouvertement, c'est pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, malheureusement, dans ce domaine aussi, qui, de par l'image, en fait, ils vont troquer un petit peu Mmh. l'aventure, ils vont toujours vouloir en faire plus. mmh, Et moi, c'est vraiment pas cette image que j'ai envie de donner. C'est, ok, c'était prévu au début que je fasse du point de Valenciennes jusqu'à Rovaniemi en vélo, mais malheureusement, voilà, des fois, il arrive des trucs, il faut trouver des solutions tout de suite. Et en fait, la solution, c'était on met le vélo dans le van et on fait le petit détour. ouais. Voilà. En C'est un fait, peu toi, on en parlait avec Kevin encore récemment, c'est un peu le problème des réseaux aujourd'hui, c'est que maintenant le fait de faire 150 km en courant c'est devenu banal. mmh, On parle même des gens qui font des marathons, c'est devenu une course de routine alors qu'en C'est fait ça ça, reste un exploit de ouf. exactement. Pareil pour ce que tu fais, et en fait maintenant on s'expose facilement à des critiques sur les réseaux parce que potentiellement alors je mets des grosses guillemets parce que c'est pas le cas, mais en gros tu as triché parce qu'en gros tu respectes pas ton engagement de base en disant je suis pas resté sur le vélo et j'ai pas trouvé une solution, mais en fait c'est juste que déjà, tu as derrière des impératifs au niveau de la production, tu as des C'est ça. impératifs d'arrivée, tu as un boulot à côté, etc. Donc forcément, tu dois toi t'adapter au terrain. Aujourd'hui, une expédition comme celle-ci, ça représente quoi en termes de préparation purement physique? On parlera après sur le côté logistique, mais est-ce que toi tu t'es préparé pendant un an? Tu disais que tu faisais pas forcément trop de vélo, etc. auparavant. Comment tu as géré ta prépa? Ça a été 9 mois de préparation physique, alors en démarrant bien sûr pas de zéro parce que j'ai quand même une base qui est quand même assez solide, mais 9 mois de préparation physique vraiment pure vélo plus renfo. Et une dernière phase, la dernière phase des 3 mois, où là on était essentiellement sur la prépa vélo, avec des sorties longues de plusieurs centaines de kilomètres sur une journée. Voilà, je faisais ça sur 2 jours. Donc c'est là aussi où c'est important d'avoir cet équilibre vie pro, vie perso qui est hyper important parce que les 3 derniers mois, clairement, c'était une horreur pour ma femme Mhm. parce que mmh. le samedi, dimanche, j'étais plus là, je partais faire du vélo parce que la semaine, je travaille. Mais ouais, la prépa, elle a duré à peu près 9 mois et notamment les 3 derniers mois qui ont été très centrés sur le vélo plus plus. Ouais. C'est une expédition que tu redoutais en amont, sachant que tu avais déjà fait des grosses expéditions en avant. Est-ce que c'est quelque chose qui te paraissait accessible? Est-ce que tu l'avais sous-estimé? Ou est-ce que tu te disais, ok, là, il faut quand même que je le prenne au sérieux, c'est quand même costaud par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire? Comment tu t'avais appréhendé le truc de ton côté? Ce qui était plus facile par rapport à d'habitude, c'était la partie alimentation. Parce que habituellement, je pars en totale autonomie, donc je suis Mmh. obligé d'avoir tous les plats lyophilisés, je suis obligé d'avoir la pompe filtrante, je suis obligé d'avoir plein de matos, en fait, de ne rien oublier. Et là, en fait, le tracé faisait que je passais en fait régulièrement dans des Mmh. communes, dans des villes où je pouvais me ravitailler, où je pouvais aller me prendre une bouteille d'eau, aller me prendre un coca si je voulais un coca. Voilà, il y avait plein de possibilités. Par contre, la chose qui était un peu plus difficile, c'est que je partais sur 2800 km. Ouais.
c'était la plus longue. Alors on va dire, bah ouais, mais le vélo ça va plus vite, certes, mais en fait 2800 km, ça reste 2800 km. Et comme quand tu es à pied, en fait il peut se passer des choses tous les mètres. On l'a vu le premier jour, j'arrive à peu près à 17h30 sur ma première étape. Et à 17h15, en fait, j'étais dans le noir avec les lumières du vélo. Et dans les champs, je me prends un lièvre. Ok. Un lièvre qui me fonce dedans, mais à toute blinde, hein. Le premier jour, hein. Ah, Ça ça faisait peut 10 tout heures que mettre en j'étais péril, sur le quoi. vélo. Et enfin, peu de choses près, j'aurais pu avoir un tibia pété, quoi. Carrément. Et en fait, ouais, c'est vraiment être sur de la longue distance et te dire qu'en fait, chaque mètre, chaque kilomètre, en fait, tu peux arriver à quelque chose et faut s'y préparer, quoi. Faut faire attention sur 2800 km, quoi. Dingue. C'est globalement, en vrai, un peu la mentalité d'un sportif. Toi, le sport, enfin, on en parlait hors cam tout à l'heure, tu disais que tu faisais un peu de crossfit. Mais pour faire une aventure comme ça, il faut vraiment, du coup, comme on disait, avoir un bon bagage physique. Et je crois aussi que tu as fait, il n'y a pas longtemps, tu avais fait autre chose, tu as fait une backyard, c'est ça? Ouais, exactement. C'est quand même, on se rend compte que finalement, le sport, et puis le bien-être, comme on a dit, et puis on va revenir tout à l'heure avec Ludis, qui est ton business. Mais toi, le sport et le bien-être occupent quand même une place importante dans ta vie. Est-ce que c'est un peu lié, finalement, aussi au décès de ton père, où en fait, tu as quand même un gros problème de santé qui peut, mine de rien, du jour au lendemain, un peu te mettre en difficulté? J'ai toujours eu une bonne hygiène de vie, j'ai toujours été très sportif. J'ai joué pendant plus de 10 ans à Valenciennes. Ouais. Donc j'ai toujours eu cet ADN de sportif et tu fais attention si tu veux performer, il faut faire Ouais. attention à un minima. Et donc ça, je l'ai toujours eu. Donc non, c'est pas le décès de mon père qui m'a mis là-dedans, vraiment sur le côté vraiment sport, parce que ça, je l'ai toujours eu. Mais c'est ça aussi, moi, que je veux travailler avec mes aventures, c'est de montrer aux gens, bah ok, moi, je suis un peu dans l'extrême. Voilà, faire 150 km en vélo tous les jours pendant 20 jours, en fait, c'est pas donné à tout le monde. Mais déjà, avec un minima de préparation, demain, mon aventure, il y en a plein qui sont capables de le faire, hein. C'est pas irréalisable, hein. Alors, tu vas peut-être pas le faire en 21 jours, tu vas peut-être le faire en 40 jours, mais c'est pas irréalisable. Par contre, ce qui est important, c'est effectivement c'est d'avoir une bonne hygiène de vie. Parce que te lancer dans un truc comme ça, si tu as une hygiène de vie un peu pourrie, en fait, ça peut vite devenir problématique parce que tu as des blessures qui apparaissent, Ouais. voilà, tout ça. Et par contre, l'hygiène de vie, elle est hyper importante, ouais. Ok. Mais toi, c'est un truc que tu fais attention, tu essayes de traquer un peu quand même, ou pas forcément? Enfin, je suppose que tu manges de façon équilibrée, forcément tu fais du sport, tu t'aères aussi l'esprit. Enfin, je sais que on en parlait encore tout à l'heure hors caméra, mais tu aimes bien sortir, faire des balades avec ta famille. C'est important pour toi? Ouais, c'est hyper important. Et puis, je fais aussi très attention à ma santé. Ouais. Je connais très bien mon corps pour le coup, donc je sais quand j'ai des signaux un peu faibles, je sais que bah, il va falloir que j'aille voir quelqu'un, il va falloir que je fasse une prise de sang. Je prends des compléments alimentaires régulièrement. Voilà, j'essaye de mettre tout en place pour être dans le meilleur état possible, pour pouvoir vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Mmh. Mais ouais, ça, c'est hyper important, ouais. C'est vrai que de plus en plus, on le voit, mine de rien, en fait, c'est aussi devenu un espèce d'effet de mode, comme un peu tous les sports, comme l'Aerox, on disait tout à l'heure la course, etc. Et il y a beaucoup aussi maintenant de gens qui vont dans l'extrême traquer le bien-être. Ça peut être, moi j'ai en tête des personnes un peu connues dans l'influence business qui vont aller jusqu'à faire des prises de sang tous les mois, vont dormir. Bon, après, il y a les bracelets aussi, Ouais. c'est Whoop, je crois. Ouais, exactement, ouais. Ça, c'est. Toi, tu fais ça à l'instinct plutôt, il n'y a pas de. Non, alors je fais une grosse prise de sang tous les 6 mois Ok. pour voir un petit peu les biomarqueurs, ce qui me manque, etc. pour être au top. Mais après, je suis pas quelqu'un qui. Je suis pas figé sur un truc, ça veut dire que je me laisse vivre aussi, tu vois. Ouais, Je c'est veux un dire, peu je suis du Nord, tous les mardis soirs, je mange une frite, quoi. Ouais. Je suis pas quelqu'un qui va faire extrêmement attention à la nourriture. Voilà, non, je me laisse vivre plus. Voilà, en me disant que je fais quand même attention, je fais pas n'importe quoi, je mange quand même correctement. Mais voilà, je vis, quoi. Je suis pas Ouais, bien bloqué sûr. dans ce mood, effectivement, comme certains le font, avec des montres, avec des cardio-fréquence-mètres, avec des prises de sang, avec des analyses d'urine tous les mois. À un moment, sinon tu vis plus, quoi. C'est Alors sûr. pour les gens qui ont des problématiques, ok, c'est très bien, mais j'ai envie de dire, à un moment donné, faut être capable aussi d'identifier toi-même tes signaux faibles C'est clair. et de savoir, ok, là ça va pas. Je sens que je suis peut-être en train de partir sur un truc un peu négatif. Bah ok, je vais prendre une prise de sang parce que peut-être j'ai un manque en quelque chose et puis bam, et puis ça repart. Mais voilà, il faut pas le faire non plus. Pour moi, c'est pas. Ouais, bah avec Simon, on partage un peu de toute façon cette Ouais. même philosophie.
Et moi, je le partage. Notamment, on s'est mis pas mal à la course à pied. Ouais, Et moi, je cours sans montre. ouais. Et en fait, je me rends compte de plus en plus que hier, je suis allé faire un petit run. Je fais 12 km. Et en fait, je me suis rendu compte que je suis resté à 6 minutes du kilomètre tout du long sans avoir de grosse variation parce que, en fait, à force de courir sans la montre, je me connais et du C'est coup, ça. je sais que je suis pile poil dans mon allure, quoi. C'est hyper intéressant de pouvoir. Ouais, non, ça c'est clair. Puis après, on a eu aussi aujourd'hui la problématique, on en parlait juste avant avec les aventures extrêmes, que en fait, il y a beaucoup d'aventuriers qui véhiculent malheureusement des choses qui sont un peu troquées. Et ils font déjà des choses extraordinaires, mais voilà, on en rajoute, etc. Alors, c'est bien pour l'effet film, etc. Faut Mm. toujours qu'il y ait. Mais en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'identifient à tout ça. Et en course à pied, c'est encore pire parce qu'on est dans un phénomène de mode en course à Mm. pied. Et en fait, on n'a pas toujours besoin d'aller chercher du temps, on n'a pas toujours besoin de ça en fait. C'est juste de dire aux gens, bah en fait, tu as envie de courir, ok, cours, Mm. mais t'es pas obligé de regarder ta montre tous les kilomètres pour voir si tu fais comme Jimmy Gressier et que tu as 3/4 du kilomètre. Clairement. Et aujourd'hui, en fait, c'est tellement devenu un phénomène de mode et une norme Ouais. que en fait, il y a des gens aujourd'hui qui n'osent même plus aller courir. Parce qu'en fait, ils se rendent compte que quand ils partagent sur Strava, en fait, ils sont ras des pâquerettes par rapport aux autres. Et au contraire, tu as des gens en fait, qui ont tellement envie de récupérer des abonnés qui vont troquer leurs résultats Strava ou Garmin, etc., en rajoutant des minutes au kilomètre pour dire Mm. lui il est ouf, etc. Et moi, il y a un mec que j'adore, vous devez connaître, mais c'est Clem Ouais, qui court. Et clairement. lui, je l'adore parce que contrairement à toute la génération, lui, il a réussi à montrer qu'en fait, tu pouvais courir pour le plaisir. C'est ça. Et en fait, j'adore, je regarde ces films, j'adore parce que, bah, en fait, ouais, c'est Monsieur, Madame, tout le monde qui inspire Monsieur, Madame, tout le monde. Et en fait, les gens sont plus dans une recherche de performance, mais sont dans une recherche d'épanouissement personnel. Clairement. Et ça, je trouve ça formidable. Et moi, c'est exactement ce que j'essaye de faire aussi avec mes films, avec mes aventures. C'est de dire, ok, je suis Monsieur, Madame, tout le monde. Je suis peut-être dans l'extrême, mais en fait, je vais pas vous mentir pour gagner des abonnés ou pour en faire plus, quoi. Trop bien. Il faut garder en tête effectivement que de base on fait tout ça pour s'amuser, c'est ni notre métier, ça reste un loisir et le but c'est de rester en bonne santé le plus longtemps possible. Mais effectivement il faut aussi garder, bah, tu le disais à côté, une vie de famille, il faut garder des loisirs, il faut réussir à se faire plaisir sinon bah, on finit par plus vivre. Moi j'ai une question justement par rapport à ta famille, quel est son avis de quel est l'avis de ta femme et du coup de tes enfants par rapport à tout ça? Est-ce qu'ils partagent un peu ta passion? Est-ce qu'ils t'accompagnent dans la prépa? Est-ce que bah, au contraire ça peut être des fois une source de conflit parce que ça te prend trop de temps? Comment tu le vis toi au quotidien tout ça? Bah déjà, j'ai la chance d'avoir une femme qui, alors des fois ça fait rire, mais qui accepte que je sois comme ça. C'est elle aussi qui m'a poussé à partir parce qu'en fait, si tu veux, ma première aventure en Mongolie, j'avais postulé sur sur un truc en ligne. Donc j'avais cliqué sur je postule pour une aventure, c'était avec Noël Vanier. Et en fait, je lui en avais pas parlé avant parce que j'étais sûr de ne pas être pris. Et en fait, je reçois un appel de Noël qui me dit que j'étais pris, etc. Et en fait, là, je me suis dit, bah ok, t'es pris, mais en fait, t'en as même pas parlé à ta femme. Bah, en fait, c'est pratiquement sûr qu'elle va pas te dire, bah pars. Tu vois, j'avais une petite fille qui avait, je crois que Louisan, elle avait à peu près ouais, 10 mois. Euh, et en fait, je me souviens, je rentre le soir, elle rentre du boulot, moi j'étais déjà là, je commence à lui engager un petit peu, tu vois, et puis je termine en lui disant, voilà, après, tu sais, j'ai postulé comme ça, mais en fait, je vais pas y aller, tu vois. Ouais. Et en espérant fortement qu'elle me dise, bah si, vas-y, go, pars. Et en fait, elle m'a dit exactement ça, elle m'a dit, bah en fait, vas-y, c'est la chance de ta vie. Et pars, voilà, pars, c'est la chance de ta vie, tu pourras peut-être plus jamais vivre ce genre de choses. Elle savait que c'était important pour moi ce genre de choses. Donc ça, je la remercierai jamais assez pour ça. Et ensuite, c'est ce qu'elle dit en rigolant à chaque fois quand elle en parle, c'est que en fait, ce qu'elle savait pas, c'est quand tu pars là-dedans, bah, tu pars. Après, tu as du mal à t'arrêter. Bien Donc, sûr. tu fais toujours un petit peu plus, toujours un petit peu plus loin. Alors, nous, on a un pacte un peu, c'est que j'ai le droit de partir une fois par an Ok, et maximum 3 semaines, un mois. super, Donc c'est déjà bien, ouais, c'est déjà bien. c'est déjà bien. Donc ça, c'est le pack qu'on a. Et puis voilà, c'est très bien comme ça. Mais après, il y a toute la partie préparation aussi qui est hyper importante parce que bah, c'est ce que je dis, les gens voient beaucoup le moment où je pars.
Donc ça dure 3 semaines, c'est cool. Mais en fait, avant ça, il y a toute une partie préparation qui est hyper importante et hyper stressante aussi. Quand tu vas rechercher des partenaires, des sponsors, en fait, c'est pas ton métier, mais tu vas perdre une journée parce que tu vas aller voir quelqu'un présenter ton projet et que derrière, il n'y a pas d'argent qui rentre parce que bah, c'est pas ton métier. Donc il y a une part de stress en fait à tout ça. Et là, c'est hyper important d'avoir quelqu'un qui comprend que pour ton épanouissement personnel, tu as besoin de ça. Et puis après, mes enfants, pour eux, pour la partie vraiment des enfants, pour eux, je suis leur mycorn, tu vois. Ouais, ça c'est sympa Ils ça. adorent, même leurs copains, tu vois. C'est le papa de Louison, le papa de Malo, c'est un aventurier. Il a été voir le Père Noël. Tu lui demandes de faire du feu, il sait faire du feu avec un arc. Tu vois, c'est l'image un peu de l'aventurier qu'ils ont. Mais ça, pour le coup, mes enfants, ils adorent. Et moi, c'est ce que j'essaye aussi de leur transmettre. C'est que, tu vois, mes enfants, moi, ils ne sont pas bridés. Je veux dire, s'ils veulent aller un peu plus loin, alors toujours dans un cadre Bien sécuritaire, sûr. mais je ne suis pas derrière eux à regarder exactement ce qu'ils font. Je les laisse grimper dans les arbres. Mon fils, il y a 4 ans, il grimpe dans les arbres à des hauteurs pas possibles. Je veux dire, je les bride pas parce qu'en fait, déjà, moi, j'aurais pas aimé qu'on me bride comme ça. Et que je sais, si on bride pas les gens, en fait, ils vont être pleinement épanouis, quoi. Clairement, mais de toute façon, moi, c'est une discussion que j'ai beaucoup avec ma femme, effectivement. On part beaucoup, tu as déjà dû le voir, je pense, etc. Moi, j'ai fait le Mont Blanc, j'ai fait plein de Ouais. choses aussi. On part beaucoup ensemble, on fait pas mal de choses. Et c'est un truc qu'on remarque beaucoup dans notre entourage, c'est que, en tout cas, quand les enfants sont liés, en tout cas, à cet effet de voyage, le fait de s'ouvrir à d'autres cultures, etc., ça change leur mentalité vraiment de A à Z et ça leur permet de s'ouvrir à plein de choses. Et en fait, quand tu les mets en parallèle avec des enfants qui ont une vie beaucoup plus classique, alors ça veut pas dire que c'est quelque chose de mauvais non plus. Bah, en fait, il y a vraiment un monde entre les deux, effectivement, et c'est des enfants qui se tiennent beaucoup plus facilement, qui sont beaucoup plus sages, Ouais. qui s'intéressent beaucoup plus. Et ça, c'est hyper intéressant de voir l'effet que ça a sur eux, parce qu'à leur âge, mine de rien, ils se rendent pas compte Clairement. de tout ça. Tu parlais de ton côté, toi, justement, de toute la partie avant, de la préparation avec les sponsors, etc. Je sais ô combien ça peut être un peu compliqué d'aller chercher justement des sponsors, des partenaires. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu as fait pour trouver tout un tas de sponsors? Parce que j'ai vu que tu avais eu pas mal de monde qui t'avait accompagné. Ouais. Et surtout, pourquoi tu avais décidé justement de documenter cette aventure-là et pas les autres, de faire un film? Parce que là, on est quand même sur un film Ouais. qui est hyper pro, Plutôt quali, ouais. qui a été en plus diffusé au cinéma, tu as rempli des salles de Ouais. cinéma, tu te présentes un peu partout, etc. Pourquoi cette aventure-là et pas une autre? Et du coup, un petit peu nous expliquer toute la prépa qu'il y a eu en amont derrière avec le caméraman, etc. Bah déjà, en fait, moi, j'ai- au tout début, quand j'ai fait la Mongolie, je m'étais dit, tu vois, la Mongolie, c'était un budget à peu près, je crois, si je me souviens bien, avec tous les billets d'avion, etc., on était à peu près à 3500 euros juste pour l'aventure en elle-même. Parce que c'était organisé cette fois-ci. Et je me suis dit, ok, il va falloir que je finance, mais à l'époque, j'avais pas 3500 euros à claquer comme ça. Et entre faire une aventure tout seul ou partir en voyage avec le budget, ma femme, je pense qu'elle aurait choisi de partir en voyage avec moi, tu vois. Donc il fallait que j'autofinance en fait cette partie avec des partenaires. Donc j'ai réussi en fait à faire du sponsoring. La Mongolie, je crois que j'étais à des packages d'à peu près 500 euros par entreprise. Et en fait, ils mettaient de l'argent juste parce que c'est des entreprises que je connaissais, parce que je travaillais avec eux, etc. Et puis au fur et à mesure, en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est que tu as toujours envie d'aller un peu plus haut, de voir plus grand, etc. Donc l'Islande, on a fait un film aussi, mais on s'est auto-filmé Ok. avec les GoPro, etc. On a fait monter le film en fait, l'Islande, on était parti pour l'association Vaincre la mucoviscidose. Mhm. Et en fait, il y avait une personne qui faisait partie de l'asso qui était aussi vidéaste et qui, du coup, a récupéré toutes nos bandes vidéo, etc. pour faire un film. Et, euh, et en fait, la troisième aventure en Laponie, sur le lac Dinari, je suis parti avec Mathis, qui lui est un vidéaste très présent sur les réseaux. Et en fait, j'ai compris comment une aventure pouvait avoir une portée beaucoup plus grande si derrière il y avait un film, si derrière il y avait vraiment des images de qualité plus plus. Et là, en fait, la dernière aventure, Rovaniemi, moi j'avais envie de partir pour les enfants. Ça, c'était le premier objectif. Mais il y avait un deuxième objectif qui était hyper important pour moi aussi, c'était de pouvoir inspirer le maximum de personnes. Que, en fait, certaines personnes, quand ils regardent le film, se disent bah, ok, eux, ils ont eu des solutions. Voilà, par exemple, les parents d'Augustine, ils ont trouvé des solutions. Les parents de Léo, qui est autiste, bah, en fait, ils ont trouvé des solutions. Et en fait, réussir à inspirer le maximum de personnes. Et en fait, pour faire ça, tu es obligé de construire un truc hyper pro. Parce que, bah, en fait, à un moment donné, quand tu veux que ton message il dépasse un peu les frontières, tu es obligé d'avoir un truc très qualitatif. Et là, en fait, c'était vraiment l'objectif, c'était d'avoir un truc qualitatif plus plus. Et pour ça, tu es obligé de t'entourer de gens qui sont hyper compétents. Et forcément, bah, du coup, le budget, il grimpe un peu, quoi.
Qu'est-ce que ça carrément. représente comme prix, enfin comme budget, alors sans avoir forcément un budget complet et hyper précis, mais une aventure comme celle-ci là, justement tout ce qui est post-production, montage, filmmaker, en plus du coup de toute la partie à côté que toi tu as eu avec la préparation sportive, etc. Juste sur la partie production, alors ce qu'il faut savoir, c'est que Jérémy, celui qui a fait le film, il m'a fait un prix monumental. Mhm. Je vais vous donner le prix que Jérémy m'a fait et après je vais vous dire combien normalement ça coûte ce genre de choses. Jérémy m'a demandé 15 000 euros. Ok. Donc il est parti 3 semaines avec moi, Ouais. plus après toute la partie montage, etc. Clairement. Aujourd'hui, un film comme ça, 3 semaines de tournage dans les conditions extrêmes, etc., on n'est pas loin des 100 000 balles. Hein. Mhm. Pour voilà, quelqu'un qui est connu, même si Jérém est très connu. Mais aujourd'hui, j'ai eu de la chance d'avoir Jérém parce qu'il m'a permis d'avoir un film qui est qualité plus qui rentrait dans mon budget. Et donc on est à peu près à 15 000. Et le budget total de l'expé, parce que Jérém avait un van, donc le van a été financé par un partenaire. Mais si jamais j'avais vraiment pas eu de partenaire, on est sur un budget à peu près de 30-35 000 euros. Ça fait déjà des beaux budgets, hein, mine de rien. Et ça, tu te rends compte que c'est un métier de produire des films comme quand même. C'est un métier et puis c'est surtout que en fait, les gens ils hallucinent, c'est de se dire en fait Andy tout seul a réussi à lever Ouais, 35 000 ouais. balles. Parce qu'en fait, tu vois, sur les réseaux, alors je suis très connu dans le Valenciennois, un petit peu dans la région, mais sur les réseaux, j'ai 5 000 abonnés, j'ai pas 100 000, 200 000 abonnés. Et quand tu vas chercher des sponsors, en fait, le premier truc que les gens se disent, c'est en fait, tu vas regarder ton nombre d'abonnés. Sauf qu'en fait, moi, j'ai cette particularité, c'est ce qu'on disait depuis le début, c'est que j'ai un côté très humain. Et en fait, j'arrive à attaquer des partenaires parce qu'en fait, ils se rendent compte que je suis monsieur, madame, tout le monde et qu'en fait, ils vont savoir véhiculer leur marque avec monsieur, madame, tout le monde. Et Ouais. donc aujourd'hui, j'ai réussi à faire une levée à 35 000. Ouais, mais puis après, ça rejoint aussi un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tu fonces quoi. Ouais. Et c'est un peu le truc qu'on recommande aux entrepreneurs généralement et qui ont du mal à se lancer. C'est-à-dire, à un moment donné, en fait, si tu veux avoir un peu de matière, si tu veux réussir ton truc, arrête de réfléchir pendant 40 ans C'est et ça. vas-y, teste ton truc et tu verras bien ce que ça donne. Et je pense que c'est ça aussi ta force, c'est de te dire, de toute façon, je vais y aller, on va voir comment ça se déroule. Et puis, tu vas quoi. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et en vrai, un bon business, tous les bons business, c'est comme ça, hein, on se pose pas de questions, on voit comment les gens réagissent. Et puis après, on arrive à lever de l'argent. Et C'est ça. puis, On se pose quand même des questions, mais moi, c'est ce que je dis, la prise de risque c'est obligatoire, ouais. mais c'est de la prise de risque mesurée surtout. C'est de réussir à mesurer est-ce que là c'est pas trop ou est-ce que c'est pas assez. C'est mesurer le risque et puis de se dire vas-y là je peux y aller, go, tu vois. Mais surtout de prendre des risques, c'est hyper important. Moi je me suis pris alors quelques stops, tu vois, de partenaires. J'ai contacté Red Bull. Mmh. Tu vois, de où Andy contacte Red Bull, Ouais, tu bien vois, sûr. je suis personne. En fait, si, j'ai osé. J'ai contacté Bigard, je Ouais. les ai récupérés. Ouais, trop bien. Tu vois, Trop pourtant bien. Bigard, c'est un gros Ah groupe. ouais, non mais c'est fou. Et Decathlon, alors aujourd'hui, ils ont changé un petit peu leur politique, mais j'ai eu Decathlon en sponsor. Ouais. Pourtant, je suis personne, quoi, dans... Il faut pas avoir honte. Enfin, C'est il ça. faut pas. Moi, je me fixe aucune barrière. Je contacte, on échange. Tu veux pas, c'est pas grave. Voilà, tu m'auras permis j'aurais rencontré quelqu'un, j'aurais essayé, ça m'améliorera encore dans les Mhm. prochains rendez-vous. Et puis voilà, j'ai pas de. Mais je pense que c'est aussi ce qui fait enfin c'est aussi ce qui a fait que ton business marche, c'est que tu oses. Ouais. Je pense que tu lèves des barrières et du coup t'as pas de croyances limitantes particulières. Et je pense que c'est un bon conseil qu'il faut donner à tout le monde, c'est que aujourd'hui la vie elle se résume pas non plus au nombre de followers qu'on a ou aux choses qu'on a pu faire avant. Aujourd'hui tu as un projet, si tu as envie d'y aller tête baissée et que tu crois en toi, je pense que tu peux largement aller chercher des choses et qu'on soupçonne même pas. Et t'en es la preuve pour le coup. Moi ce qui m'a vachement séduit aussi dans ton film, c'est le fait que mine de rien, tu as fait une aventure et une expérience qui est hyper engageante d'un point de vue physique. Ouais. On n'en parle pas, mais tu es parti jusqu'au Rovaniemi en plein hiver, il faisait froid. Pour y être allé, c'est pas facile de gérer le froid, encore moins sur un vélo. De toute façon, on le voit hein, sur les images à la fin, tu as la barbe qui est complètement gelée, Ouais. c'est dingue. Et au-delà de ça, dans ton documentaire, on ressent beaucoup plus la souffrance des enfants qui sont malades. Tu parles très peu de toi, très peu de l'aventure physique que ça représente, très peu de l'engagement que ça t'a demandé. Et par contre, tu mets vachement en avant justement les familles des enfants malades, etc. Et moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu parce que on en connaît plein et on disait tout à l'heure des aventuriers qui mettent en avant leur exploit et en même temps en font un peu trop pour vraiment qu'on comprenne que c'était compliqué et qu'ils sont allés chercher quelque chose. Toi, au contraire, tu as vraiment fait le choix de
te mettre limite de côté dans cette aventure et de faire un gros focus sur la famille de ses enfants. Et moi, je trouvais ça hyper bien, justement, de ta part, quoi. Ouais, c'est ça, c'est que moi, là, quand j'ai rencontré Jérém pour échanger sur ce que je voulais exactement dans le film, je lui dis en fait, Jérém, moi, ce que je veux pas que ce soit l'aventure d'Andy qui traverse 2800 km en vélo. Parce qu'en fait, moi, ce genre de film, à un moment donné, je trouve ça chiant. Moi, à regarder. À un moment donné, tu vois quelqu'un pédaler, c'est bien. Mais et en fait, moi, je me suis dit, ok, en fait, c'est pas moi l'acteur principal, c'est les enfants. Mhm. Et moi, je suis juste le messager de tout ça. Mm. Et c'est pour ça qu'en fait, dans le film, on me voit quand même un petit peu. Je veux dire, mais allez, peut-être les 2 tiers du film, on va me voir, ou la moitié, mais il y a une grosse partie où c'est les familles, où c'est les rencontres aussi tout au Ouais. long de l'aventure. Mais moi, j'avais vraiment j'avais besoin de ça en fait, et je savais qu'avec ce genre de choses, j'allais pouvoir inspirer beaucoup plus qu'avec un film d'un mec qui part en vélo et puis au final c'est regardé par des sportifs, etc. Mais les familles, à un moment donné, elles regardent ça, c'est bien gentil, mais voir un mec pédaler, c'est cool, mais voilà, pour eux, ça n'a pas trop de sens, quoi. Que là, en fait, nous, on a vraiment voulu mettre un sens derrière tout ça, et c'est le retour qu'on a des gens, c'est que, alors il y a certaines personnes qui me disent, en fait, on aurait bien voulu te voir plus, on aurait bien voulu te voir souffrir plus, on aurait bien voulu la partie physique. Mais en fait, c'était pas le but de l'aventure. C'était pas le but. Le but, moi, c'était d'amener les lettres au Père Noël des enfants. Et le but, c'était pas de souffrir, c'était pas de montrer que je souffrais. Non, c'était pas ça le but. Peut-être une autre fois, tu vois, il y a aucun Ouais. souci. Mais là, c'était pas l'objectif. Trop bien. C'est aussi ce qu'on met beaucoup en avant, et ce que met beaucoup en avant le documentaire, moi je trouve, c'est le lien humain, tu vois, ça reste une aventure humaine. Bah, mais derrière, toi, tu sais que sur ton vélo, quand tu pédales, bah, t'as les enfants, t'as les lettres du Père Noël derrière toi, et tu sais que tu vas devoir aller au bout quoi qu'il arrive, quoi. Ouais. Peu importe ce qui va arriver, une route bloquée, un truc, un lièvre qui te fonce dessus, ou je sais pas, tu vas y aller parce que tu fais ça pour les enfants. T'as quelqu'un qui t'accompagne, on en parlait tout à l'heure, qui met entre guillemets 3 semaines de sa vie, entre parenthèses, pour être avec toi. Bon, bien sûr, il y a une contrepartie financière, mais il t'a fait un Ouais, super qui est prix, comme très tu l'as légère dit. par rapport à Finalement, l'investissement. voilà, il l'a fait vraiment finalement pour l'aventure humaine. Et puis, tu as aussi, après, tout l'engouement que ça va générer derrière, quoi. Tu sais que, en fait, tu vas avoir un impact hyper important sur. Nous, on a regardé le documentaire, on s'est pris une claque quand même. Et puis, certainement d'autres qui vont se reprendre. Donc, le lien humain, mine de rien, c'est là que tu te rends compte que c'est le truc le plus fort, quoi, que tu peux Ouais. avoir. Et donc, c'est hyper intéressant. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est pour ça aussi on a attendu un petit peu pour le mettre sur YouTube parce on faisait des festivals, on a fait pas mal de salles de cinéma, on a rempli des cités, des congrès, etc. pour faire le visionnage. Et là, on a commencé à le mettre sur YouTube il y a un petit mois là. Et là, je crois qu'on totalise à peu près 8000 ou 9000 vues, tu vois. Ouais, trop Euh, bien. En démarrant de rien parce que Ouais, ouais, Ah, c'est top, carrément. hein. j'ai 4 abonnés hein, sur YouTube. Ouais. Et, mais ouais, vraiment avec cette optique maintenant que le film puisse aller au-delà de mon cercle à moi, Ouais. que je m'étais créé avec les personnes que je connais, les personnes qui me suivent depuis quelques années, mais et qui puisse inspirer vraiment beaucoup de personnes et que voilà, on parle beaucoup dans le film des parents d'Augustine, de Polly et Tanguy. Donc pour l'histoire, Augustine, c'est une petite qui est décédée d'un cancer du tronc cérébral. En fait, tu te rends compte il y en a tout plein d'enfants, de Mmh. familles qui vivent ça et qui n'ont pas de solution. Et que, en fait, en voyant que aujourd'hui, bah, malheureusement, Augustine, elle n'est plus là, mais que Tanguy et Pauline ont réussi à avoir une vie ordinaire, qui ont réussi, qui continuent de vivre malgré tout ça, bah, en fait, ça va pouvoir inspirer d'autres personnes. De voir que Jordan et Elodie, qui sont les parents de Léo, qui est autiste profond, que en fait, avoir un enfant autiste, bah, en fait, quand tu connais pas, bah, en fait, tu dis que ta vie elle est foutue, ta vie elle est finie parce qu'en fait tu maîtrises rien et que tu te rends compte qu'au final, bah oui, Léo il est autiste profond, en fait ça t'empêche pas de voyager, ils prennent l'avion, ils prennent. En fait, c'est ça le but, c'est de se dire, bah en fait là je me reconnais en lui parce que bah soit parce que mon fils est autiste, soit parce que mon fils a un handicap, soit parce que mon fils a un cancer, ou parce que bah, mon neveu, ou parce que putain, ça me fait penser à eux, bah, tu vois, les copains Mmh. d'école, leur fils est autiste, bah, peut-être qu'on va réagir, peut-être qu'on va se rendre compte qu'en fait, ils ont besoin d'un accompagnement, peut-être qu'ils ont besoin qu'à un moment donné, bah, on leur dise, bah, vous voulez pas qu'on vous garde le petit pour aller partir à deux. En fait, c'est vraiment ça, et en fait, on se rend compte qu'on arrive juste avec un documentaire de 52 minutes à faire changer un petit peu les façons de voir le handicap et de voir la maladie pédiatrique chez les gens, quoi. Ouais, ça te remet un peu à ta place, hein. Tu prends quand même une belle leçon C'est d'humilité ça. et tu te dis, waouh, ils arrivent à faire ça. En fait, moi, finalement,
avec mes deux bras, mes deux jambes, un cerveau qui va bien et la santé qui va avec. Qu'est-ce qui m'empêche de faire ça, tu vois? C'est ça, Et ça, c'est le plus beau message que le documentaire peut véhiculer finalement. exactement. C'est Si exactement tu ça. devais garder alors hormis forcément ton arrivée au Père Noël, mais un souvenir de ton aventure, on a vu aussi quelque chose qui t'a, je pense, pas mal marqué, nous on en avait aussi pas mal parlé également quand on regardait le documentaire. On sait qu'il y a une loi quand on arrive dans les pays nordiques sur le fait que justement la Ouais. nature appartient à tout le monde. On a vu que tu t'étais baigné dans un lac gelé, que justement tu adorais ce moment où tu te retrouvais un peu au milieu de la nature, etc. Qu'est-ce qui te marque le plus, toi, justement, en termes de différence par rapport à la France quand tu vas dans ce type de pays? Hormis forcément les paysages, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui te marque de ton côté? Bon, c'est le respect de l'environnement, hein. Ouais, Mhm. Et en fait, la problématique, c'est ce que je dis en France, en Belgique et Allemagne, on n'a pas le droit de faire de camping sauvage, etc. Alors nous, on est les premiers à râler parce qu'on adore ça. Mais en fait, s'ils le font, c'est parce que les gens ils font n'importe quoi. bien sûr. Et parce que les gens ils respectent pas et parce que voilà, c'est compliqué. Mais quand tu arrives dans les pays nordiques, en fait, tu te sens. En fait, tu as vraiment l'impression d'être intégré dans la Mmh. nature et que en fait, tu peux te mettre partout. Tu vois, Mhm. il y a personne qui va râler. Il y a, c'est vraiment cette liberté en fait des pays nordiques et ce respect de la nature qui est. Je veux dire, on a dormi, je crois, 3 ou 4 fois dans ce qu'on appelle des quotas, Les donc c'est quotas, des ouais. cabanes. Mmh. En fait, les cabanes, elles sont propres, tu vois. Ouais, puis ils préparent Mhm. le bois Ah, ils aussi pour, préparent le bois. c'est dingue, Si toi, tu as utilisé du bois le soir pour te chauffer la nuit, bah, en fait, le matin, bah, en fait, tu vas recouper du bois pour celui qui va arriver ce soir pour éviter que s'il arrive à 23 h dans une tempête de neige, ils doivent seulement aller couper du bois. Et en fait, ça se fait naturellement en Mmh. fait, chez eux. C'est Mhm. même pas, ils réfléchissent même pas en se disant tiens, je suis obligé de le faire. Non, en fait, c'est normal, tu vois. Et ce qui fait que c'est hyper bien entretenu, alors qu'il n'y a personne qui les Ouais. entretient, tu vois. Il y a pas de personnel. C'est juste les randonneurs qui passent et voilà, et ainsi de suite. Mais c'est. Oui, le respect de la nature là-bas, c'est juste Mhm. formidable, quoi. J'adorerais pouvoir ici mettre une cabane et puis te dire bah, tu fais une rando et puis tu sais que tu peux dormir là. Pas obligé de prendre Ah un ouais, ouais, Airbnb, d'aller dormir à l'hôtel ou non, en fait tu rentres, tu sais que ça va être propre, que ouais, c'est. c'est un peu ce qui nous avait marqué avec ma femme. On a fait aussi l'Inari, nous, et on s'est rendu là-bas en motoneige. Et quand on est arrivé en motoneige là-bas, on a traversé des propriétés privées et on Ouais, disait mais enfin les gens ne râlent pas, c'est normal. Mhm. Ils disaient mais non parce qu'en fait bien que ça leur appartienne, on a quand même le droit d'y passer, on a le droit d'y camper si on veut, etc. Ça pose pas de problème. Et c'est un peu effectivement ce qui nous manque ici aujourd'hui, c'est que comme tu le dis, si tu veux faire du camping, tu vas aller je sais pas, en bord de côte d'Opale ou quoi que ce soit, bah en fait tu peux pas parce que c'est pas un mm, terrain qui est privé ou quoi que ce soit. Et effectivement, j'entends que je pense que tout le monde ne respecte pas, mais c'est vrai que du coup, chacun a un rapport à la nature qui est beaucoup plus présent. Et je pense que ça a des bienfaits. De toute façon, c'est pas pour rien que les habitants de la Laponie sont le peuple le plus heureux du monde aussi, c'est hein, ça. mine de rien. Donc c'est vrai que c'est moi quelque chose qui m'a beaucoup marqué et ça se ressent aussi dans le C'est les, documentaire pour le coup. c'est les différences de culture aussi. Je pense que ici, bon, là, on parle de la France parce que ça nous concerne, mais ça doit être pareil dans d'autres pays. On a oublié la valeur de la nature, en Ouais, fait. Et quand tu vas dans ce genre de pays, je pense qu'en fait, tu te rends compte, eux sont conscients de la valeur de la nature, donc ils en prennent soin, mais la nature leur rend en fois mille, quoi. ouais. En fait, quand tu peux profiter d'une cabane et profiter de bois, etc., c'est là que tu te rends compte des moments que tu peux passer, en fait, et qui valent, en fait, tous les moments, tu vois. Donc, et c'est là que tu te rends compte vraiment de la valeur de la nature. Là, ici, nous, on se rend plus compte. La nature, en effet, ça peut arriver de l'abîmer. On perd cette notion de valeur, quoi. C'est Et hyper puis dommage. ici, en fait, en France, la problématique, c'est que tout est devenu privé. Ouais. Mm. Et en fait, ce qui est hallucinant, c'est que même les forêts qui appartiennent à l'État sont privées parce qu'ils appartiennent Mmh. à l'État. Et en fait, dès que tu es sur une. Tu vois, moi, j'ai beaucoup fait d'activités de pleine nature. Avant, je vendais des stages un peu, tu vois, de nature, Mm. etc., pour partager avec les enfants, etc., ce que j'avais envie de. Ce que j'aurais aimé avoir quand j'étais petit. Donc, je faisais des stages nature, etc. Et un jour, j'étais convoqué par l'ONF parce que tu n'as pas le droit de faire d'activités lucratives sur le domaine privé de Ouais. l'État. Ok, donc tu vois là, tu te rends compte qu'en fait, il y a une problématique parce que en fait, tu es en train d'apprendre aux gosses que la nature, c'est hyper important, qu'il faut en prendre soin, qu'il faut tout ça, mais en fait, tu n'as pas le droit. Ouais. Tu peux leur dire, mais il faut être dans une salle de classe. Bah, tu vois, Bah oui, Alors ça perd de son et sens, non mais tu te rends clairement. compte qu'en fait, on en est encore loin d'être comme les pays nordiques parce que tant que tout ça n'aura pas changé, bah, en fait, c'est les enfants en fait qu'il faut former à tout ça.
Mais les Ouais. enfants aujourd'hui sont pas formés à ça. Ouais, et puis C'est- je pense que en fait, système éducatif, tout à l'heure on parlait un peu d'éducation, sur le fait que tu veux beaucoup transmettre à tes enfants, c'est un peu toi ta philosophie de vie et puis un peu tes passions, hein, grosso Ouais. modo. En vrai, je mets à parier que un enfant a plus à apprendre en étant dans la nature, à se balader en forêt, plutôt qu'être assis sur une chaise dans une salle de classe, à écouter un prof. En vrai, je pense qu'il n'y a pas photo sur la transmission de valeurs, et puis même sur l'apprentissage de la débrouillardise, du courage, de la prise de risque. Il y a 100 fois mieux à aller chercher dans la nature, hein, Ah, clairement. bah, ça c'est clair, c'est clair. C'est, Du coup, on t'a fait venir aussi forcément pour ton côté aventurier, mais aussi du coup pour ton profil d'entrepreneur. Aujourd'hui, tu gères une boîte qui s'appelle Ludis. Est-ce que tu peux nous la présenter rapidement? On en a parlé rapidement tout à l'heure, mais pour un petit peu mettre tout le monde dans le contexte, savoir ce que tu fais exactement là-bas. Eh bien, Ludis, c'est une société qui est spécialisée dans la prévention santé et le bien-être en entreprise. Donc, en fait, on intervient dans les entreprises pour promouvoir la santé. Donc, ça peut être des ateliers autour des troubles musculo-squelettiques, de la santé mentale, la diététique, etc. Et Ludis, aujourd'hui, intervient partout en France, Belgique, Luxembourg et depuis peu la Suisse. Et là, on va développer aussi une autre partie de Ludis dans quelques mois, qui est pour l'instant en en sous-marin. secret. En secret, mais On n'aura voilà, pas toujours de un l'innovation. peu de teasing quand même C'est ici, ça. quoi. C'est ça. Trop bien. Et du coup, alors avant qu'on parle vraiment de Ludis à proprement parler, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'entrepreneuriat? Tu faisais quoi avant du coup d'être entrepreneur et pourquoi avoir créé ta propre boîte? Comment t'en es arrivé là? Moi, j'ai toujours été entrepreneur. En fait, j'ai créé ma boîte, ma première boîte qui s'appelait Jump for Joy. J'étais en deuxième année de fac. Ok. Donc j'étais étudiant, j'ai créé mon auto-entreprise dans le fitness. En fait, moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai perdu mon père à 19 ans. Et en fait, avec son héritage, je me suis acheté du matériel de fitness. C'est moi qui ai ramené le fitness sur trampoline en France. Ah dingue, Donc ok. il y a 2014, donc ça fait 12 ans maintenant. Donc c'était des trampolines individuelles et je Ouais. me déplaçais partout dans les assos, dans les communes, etc. avec ma remorque et mon matos après la fac. Et j'ai fait ça pendant à peu près 2 ans. Et donc ça c'était Jump for Joy. Ensuite j'ai toujours gardé cette partie Jump for Joy, mais j'ai créé aussi une branche qui s'appelait The Adventure, où je faisais là du coup pour tout ce qui était stage et séminaire d'entreprise. Donc stage pour les enfants, stage nature et séminaire d'entreprise, un petit peu dans le style koh Mhm. Et après, en 2018, j'ai été contacté en fait par la chaîne M6 pour devenir le coach référent du groupe M6 Web. Et là, j'ai créé pour eux, toujours avec mon entreprise, des programmes sportifs qui revendaient ensuite sur leur plateforme. Et des articles de sport, et puis voilà, pas mal de choses. Ça a duré à peu près 4 ou 5 ans. Cette partie-là, juste, j'ai arrêté après Covid. Ok, cool. T'étais bon élève à l'école ou pas? Parce que généralement, on entreprend parce qu'on est mauvais élève à l'école et que c'est un peu le seul truc qui nous reste. Et puis ça serait Non, intéressant d'avoir ton retour. pour le coup, j'étais très bon élève parce que, Ouais. en fait, j'ai eu la chance de jamais apprendre une leçon. Ok. Parce qu'en fait, j'ai une très bonne mémoire visuelle. Mais par contre, j'étais pas le gosse le plus sage de la classe. Ouais. J'étais pas méchant, mais en fait, j'avais besoin de liberté. Ouais, c'est un peu ça. Ce qui fait qu'en fait, en cours, toute ma scolarité, j'ai toujours été clown de la classe. Et j'ai aussi toute ma scolarité, et ça, j'en rigole parce qu'aujourd'hui, je fais des interventions dans les écoles et à la fac, etc. Toute ma scolarité, les profs m'ont dit Monsieur Chiarelli, vous ne ferez jamais rien de bon dans votre vie. Ah oui. Et parce qu'en fait, j'avais besoin de trop de liberté, j'avais besoin de bouger, etc. Et aujourd'hui, c'est ce que je dis quand je vois des élèves, c'est en fait, si c'est ça, pas réussir dans sa vie, en fait, je souhaite à tout le monde de pas réussir. Clairement. Parce qu'en fait, ce que je dis, ma vie, aujourd'hui, les gens, quand ils parlent de ma vie, ils disent Andy a une vie de rêve. Alors, ils ne se rendent pas compte de tout ce que je dois faire pour en arriver là. Mais c'est vrai que ma vie, elle fait un peu rêver. Je suis chef d'entreprise, je pars à l'aventure et j'ai une vie de famille qui fonctionne plutôt bien. Mais non, j'étais pas un élève. J'avais une bonne Ouais. tête, mais j'avais besoin de liberté. Ok. Et t'as quand même été un peu salarié ou du coup jamais parce que t'as enchaîné quand même les aventures? J'étais un peu salarié pendant mes études. En fait, le soir, je faisais les cours avec mon entreprise. La journée, j'avais un 20 heures par semaine en Ok. assistant d'éducation. Mais sinon, non, j'ai jamais été Ok. salarié. T'avais du coup, je pense, un mauvais rapport à la hiérarchie, quoi, si c'est ce qu'il y a. Et puis en fait, le problème, c'est que quand tu as un mec qui a trop d'idées,
si tu es salarié, c'est Oui, compliqué. tu rentres Ouais. plus dans le cadre. Ouais, tu rentres plus dans le cadre. Alors, soit on te bride, soit en fait, tu t'es pas bien payé alors que tu es en train de faire Mmh. des trucs de ouf. Ouais. Et moi, en fait, j'ai trop d'idées, j'ai des idées à la minute. Ouais. Du coup, il fallait que j'ai une liberté aussi d'un point de vue Ouais, et entrepreneurial. puis tu as aussi la frustration de te dire, bah, j'ai plein d'idées cool, mais je vais pas les mettre à profit pour moi si C'est je ça, bosse pour quelqu'un, quoi. quelqu'un d'autre va en profiter. Voilà, c'est Ouais, ça, c'est toujours un peu. exactement. Et je suis curieux de savoir, moi, parce que du coup, tu fais plein de trucs. Ouais. Tu disais, tu as quand même une vie assez équilibrée. Enfin, alors, je pense, hein, Ouais. je suis pas chez toi, mais du coup, il y a l'air en tout cas. Je me dis, comment tu t'organises? C'est quoi la semaine, la journée type ou la semaine type d'Andy pour avoir un équilibre familial, un équilibre sportif, équilibre entrepreneurial? C'est le matin déjà, c'est déjeuner avec la famille. Ok, ouais, Tu vois, je petit-déj. sais que les enfants, je les amène à l'école à 8h30, donc quand je bosse pas trop loin, j'essaie toujours d'être là pour les amener à l'école. Donc Ok, la plupart du temps, on part en vélo ou en trop bien. roller ou en skate à l'école. Ensuite, souvent la journée, bon, les enfants sont à l'école, ma femme bosse, et donc souvent la journée, bah, c'est l'entreprise et le sport. Tu vois, j'essaie Ouais, toujours d'avoir 1 heure et demie de sport par jour. Et par contre, à partir de 16h30, 17h, souvent j'arrête ma journée ok. entreprise. Voilà, quand je peux, bien sûr, je réponds encore au En téléphone fonction des un petit peu, mais en rendez-vous. tout Mmh. cas, voilà, j'essaye de plus trop faire de choses pour me focaliser sur la vie de famille et puis être là pour les enfants, pour jouer, etc. Mm. Puis après, quand ils sont couchés à partir de 20h, souvent de 20h à 21h, je me remets un petit peu sur le PC pour bosser sur les rendez-vous qu'on a eus, sur les devis, etc. Et puis voilà, après, Ouais. c'est T'arrives à dans le avoir quand même canapé. un assez bon équilibre Ouais, c'est finalement. ça. Parce que c'est vrai que quand on regarde comme ça, on se dit mais où est-ce qu'il va chercher son temps, quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai. Mais l'idée, après, c'est aussi l'avantage des entrepreneurs, c'est Ouais. que bah, tu gères un peu ton temps comme tu veux. Ouais, Et ça, c'est un peu pratique, quoi. tu gères comme tu veux, mais tu vois, j'en connais beaucoup d'entrepreneurs qui gèrent leur temps comme ils veulent, mais en fait, Il le gère mal, quoi. ils le gèrent Ouais, mal, quoi. Alors, en fait, il faut réussir à se dire, ok, je bosse plus à certaines heures, mais en même temps, à un moment donné, alors celui qui te dit qu'il arrête de bosser totalement, franchement, je lui tire mon chapeau, parce qu'en fait, quand tu es entrepreneur, bah, en fait, tu peux pas t'arrêter de bosser. ouais, c'est du 100%, quoi. T'es toujours. Alors, tu vois, j'ai ma femme qui est ostéo, on est tous les deux indépendants, Mhm. mais tu vois, ma femme, le dimanche, elle prend les consultes pour la semaine ou pour la Mhm. semaine d'après. Alors oui, pour les gens, on travaille pas parce que bah, c'est samedi, dimanche, mais en fait, on est toujours constamment en train de bosser, quoi. Ouais, c'est ça, généralement, ce qu'on se dit, c'est que, bah, en fait, c'est cool, on se dit, l'entrepreneur, il a la belle vie, et le matin, il peut aller déposer ses enfants à l'école. En fait, mine de rien, en fait, si on se pose, on se dit que c'est quand même un luxe, tu vas Ouais, déposer tes enfants à l'école, le soir, tu as le temps de prendre le temps avec eux, de faire les devoirs, etc. Il y en a qui vont voir ça comme un luxe, mais ils se disent, enfin, ce qui est caché, c'est le dimanche, c'est quand tu vas ça, commencer à répondre à des mails, quand tu vas devoir prendre un coup de fil, c'est en fait, ça. tu déconnectes jamais vraiment. Tu es en vacances, Voilà, tu as ton téléphone pro parce que bah, en fait, si tu pars 3 semaines et que tu réponds pas pendant 3 semaines, bah, en fait, le client il va appeler quelqu'un d'autre. Mmh. Donc, ouais, non, c'est. Après, tu vois, pour moi, j'ai ma vie et il y en a beaucoup qui aimeraient avoir cette vie-là et c'est normal parce que tu vois, on a quand même une liberté avec les enfants qui est quand même très cool, tu vois. Je suis là le matin, je suis là le soir. Mhm. Je veux dire, on a beaucoup malheureusement qui finissent à 17h, les enfants vont à la garderie. Nous, on arrive à s'arranger en fait. Ouais. Mais donc ça, c'est vrai que c'est le vrai bon côté d'être entrepreneur. Mais le temps que tu bosses pas là, bah, en fait, à un moment donné, tu le récupères autre part, quoi. Donc, Clairement. Ouais, puis il faut aussi garder en tête que, alors c'est du luxe parce que tu passes du temps avec tes enfants, et cetera, mais demain tu travailles pas, tu gagnes pas d'argent non c'est plus. ça. Ah, Et, ça. et mine de rien, là, vous avez, du coup, si ta femme est aussi entrepreneuse, mine de rien, vous avez aucune sécurité derrière. C'est qu'il n'y a pas de salaire qui tombe quoi qu'il arrive à la fin du mois. Ouais, c'est ça. Donc vous avez aussi des gens sous votre responsabilité. Aujourd'hui, Ludis, vous avez combien de salariés? Alors, en fait, l'UDIS, c'est un système un peu à part. C'est que, en fait, moi, je travaille. Bah, en fait, vu qu'on est dans la santé, c'est que des professionnels de la santé qui interviennent Ok, chez nous. Ok. Donc, aujourd'hui, en fait, chez l'UDIS, il y a 120 indépendants. wow, ok. Mais c'est des indépendants qui bossent pas 35 heures semaine. Ils vont bosser 3 ou 4 journées par mois pour l'UDIS, Mhm. mais c'est pas du temps plein parce que bah, des ateliers, tu vois, embaucher un kiné, un ostéo, moi c'est très centralisé sur avril, mai, juin, septembre, octobre, la prévention. Le reste du mois, je vais pas dire que je fais rien, mais je suis plus dans de la préparation et eux ne bossent pas. Mais par contre, ça va évoluer parce que bah, là, je recrute à partir de début 2027 un commercial et en fait, tous les ans, je vais recruter un commercial Ouais. pour 6
cibler un petit peu toute la France, toutes les régions de France. Mais aujourd'hui, ouais, on est à peu près 120 indépendants. Ouais, Donc, ça donc fait là beaucoup aujourd'hui de tu es le boulot, seul sur l'opérationnel pour aller chercher des clients, pour gérer la relation avec eux, etc. Putain, c'est dingue, ok. Donc là, j'arrive. En fait, là, c'est pour ça que cette année, je pars pas parce que c'est une année de transition, parce Ouais. que en fait, j'ai eu une forte croissance et quand tu as une forte croissance, bah, on parlait d'équilibre tout à l'heure. Bah, en fait, si je pars, bah, en fait, l'équilibre il est plus là parce que bah, en fait, pour le moment, mon entreprise a trop besoin de moi. Donc en fait, je suis là pour stabiliser, pour réorganiser tout ça avec la croissance. Et par contre, ça me permettra de pouvoir repartir l'année prochaine, voilà, un peu plus sereinement. Mais ouais, carrément. Hmm. Pour qu'on puisse se rendre compte un peu, et que ceux qui nous écoutent se rendent compte, Ludie, ça représente combien de chiffre d'affaires à peu près annuel? C'est 2025, c'est 80 000 euros de chiffre d'affaires et là, je passe à 250 000. Ah oui, c'est une croissance. 2026 et 450 vision 2027. Ok. Ouais, C'est donc le on voit que tu passes le business cap. plan, Ouais, c'est ça. Donc il faut être structuré. Ouais, on sent que tu vas passer dans une autre dimension qui est dimension de délégué. Parce C'est que là, ça. tu es beaucoup au four et au moulin, j'ai Ah bah l'impression là, quand je même. fais tout là. Là, Donc, je fais les rendez-vous clients, je suis commercial, je ouais. fais la gestion des plannings, la formation des équipes. Ouais, donc c'est pour ça, ouais. potentiellement, ça va prendre une seconde dimension quand tu vas déjà réussir à C'est ça. déléguer. Et du coup, 2027, je pense que ça peut décoller, hein. Et globalement, si, pour que les auditeurs comprennent bien, moi je suis une boîte là. Ouais. Globalement, qu'est-ce que tu peux me proposer en tant que Ludis? Qu'est-ce que peut proposer Ludis pour mes salariés ou pour moi, tu vois? Ludis Qu'on se rende compte un peu de ce que tu proposes. propose trois choses en fait. C'est la première chose, c'est tu m'appelles parce que ton équipe tu sens dans ton équipe qu'il y en a qui ont des problèmes de posture, qui ont Ok, toujours mal au dos, des sciatiques, ok. Tu m'appelles pour un atelier, voilà, on va prendre une base, prévention des troubles musculo-squelettiques. ok, Donc 1 heure, tu vas m'appeler, moi je mets quelqu'un de mon équipe qui va intervenir avec nos supports, avec notre pédagogie, et elle va intervenir chez toi de façon ponctuelle. Donc ok. comme ça, 1 heure. Et la deuxième partie, c'est en fait dans la santé, dans la prévention, dans la sécurité, il y a des journées, ce qu'on appelle journée internationale, journée nationale de la prévention santé, la semaine de la sécurité au travail, tout ça. Donc là, les entreprises m'appellent, tu vois, là par exemple, cette année, c'est du 12 au 16 juin, Ouais. c'est la semaine de la prévention santé et de la sécurité Mhm. au travail. Donc ils m'appellent, ok, cette journée-là, on ne travaille pas, on a bloqué notre journée, on a 300 collaborateurs, il faut que tu nous proposes 6 ateliers sur une journée et ils tournent. Et dans ce cas-là, en fait, nous, on propose, on chapeaute par rapport aussi à leurs problématiques terrain, eux. Trop Et bien. puis, on va leur proposer un atelier sur la nutrition, un atelier sur les TMS, sur la santé mentale. Voilà, tout ça de façon très ludique et Ouais, trop bien. participative. C'est là aussi où ça fait la différence, c'est que nous, on est sur du participatif et du ludique. Et la troisième partie, c'est l'accompagnement, comme on fait là actuellement chez Bigard, c'est l'accompagnement annuel. Donc là, en fait, on fait un audit de terrain chez eux pour identifier toutes les problématiques qu'il peut y avoir. Et en fonction des problématiques, nous, on va établir un prévisionnel d'1 an avec Ok. des ateliers tous les mois, tous les 2 semaines, tous les 2 mois en fonction du budget de l'entreprise et avec une continuité comme ça pour vraiment que eux, à la fin de l'année, ils se disent ok, on a fait ça. Et du coup, ça permet de diminuer les arrêts de travail, ça permet d'augmenter le niveau, des collaborateurs. Voilà, voilà, Trop bien. en gros, tout ce qu'on fait. Ouais, c'est hyper intéressant. Je suppose que du coup, de fait, par nature de l'activité, tu dois avoir beaucoup d'industriels, non? C'est ça, ou c'est un peu varié quand même? Ouais, on fait de tout. Après, on fait du BTP, on fait de la Ouais, du BTP. logistique, on fait aussi de l'open space, tu vois, des Mhm. entreprises, des cabinets, c'est très aléatoire. Et Ouais, c'est là aussi la particularité, c'est que nous, en fait, on est des professionnels de la santé, parce que moi, de base, je suis un professionnel de la santé, j'ai une licence en activité physique adaptée et ouais, santé. ok. Donc, en fait, nous, on peut s'adapter à n'importe quel secteur. C'est juste notre discours qui va changer, notre approche, les exercices. Mais en fait, voilà, on peut adapter partout notre méthode, quoi. Et ce qui est Ouais, hyper malin, du coup, c'est comme tu bosses qu'avec des indépendants, en tout cas pour le moment, c'est Ouais. qu'en termes de scalabilité, demain, tu Ah peux te bah, mettre n'importe où dans le monde. Il suffit d'avoir les bons partenaires et d'avoir en gros les prospects qui sont OK pour travailler avec toi et t'as aucune limite en termes de chiffre d'affaires. non. Du coup, c'est hyper intéressant. Mais c'est ça, là, par exemple, tu vois, là, j'ai une demande là sur Lyon. Donc Lyon, parce qu'on a travaillé avec une boîte dans le Nord et ils ont un siège aussi sur Lyon. Ok, on me dit, est-ce que tu peux, voilà, on voudrait prendre ton jeu ludico-santé, parce qu'on a développé des jeux aussi pour vulgariser les thématiques santé, sur une journée sur Lyon. En fait, ok, tu vois, ok, moi j'ai juste à lancer un recrutement sur Lyon, former mes équipes,
former celui qui va intervenir dessus. Puis bam, lui, je sais que sur Lyon, maintenant, quand j'ai une demande, il peut y aller. Mais en fait, ouais, c'est hyper. Je veux dire, on a eu des demandes en Allemagne parce qu'il y a des entreprises en fait qui ont des sièges en Bien France, sûr, ouais. mais sur une journée sécurité, ils veulent que tous les sites soient la même journée, fassent la même chose. Bah, est-ce que tu peux aller en Allemagne? Bah ouais, il n'y a pas de souci en fait si vous me prévenez bien d'avance. Alors au final, ça s'est pas fait, mais en fait, ouais, dans l'idée, moi, je peux intervenir, on peut intervenir partout aujourd'hui. En termes d'acquisition client, aujourd'hui, tu as une part de prospection qui est importante ou est-ce que tu as quand même le réseau qui fait qu'on vient plus régulièrement vers toi? Tu as aussi, je suppose, des personnes qui renouvellent aussi Ouais. facilement les On, contrats? on a du renouveau, les nouveaux clients, les renouveaux, on les récupère soit grâce à des salons qu'on a fait l'année dernière, soit via des plateformes Teams, LinkedIn, etc. où bah, je vais démarcher directement les, les, les- les QHSE, les dirigeants des sites, etc. Et après, il y a de la récurrence aussi avec les sociétés. Donc, par exemple, comme là, ce que je dis, s'il y a une société bah, qui nous contacte pour un atelier, ça se passe bien. Bah, en fait, si c'est une grosse société qui ont des multisites, bah, en fait, l'année d'après, ils vont nous appeler parce qu'ils vont vouloir qu'on fasse tous les sites. Et puis, parce que tu as intervenu chez eux, bah, en fait, les autres se rendent compte, les autres entreprises se rendent compte que tu n'es pas rigolo et que, bah, ok, bah, du coup, on va faire appel à lui parce qu'il a intervenu Ouais. là-bas. Et puis, en fait, là, aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer, c'est que en fait ça fait boule de neige Ouais. et que je sais que septembre, en fait septembre peut-être que tu vois les 250, peut-être qu'en septembre je serai à 400 C'est parce ce qu'on qu'en fait souhaite. je suis dans cette fourchette où en fait ça peut aller très vite tout de suite. Et on voit que du coup tu bosses avec des grands groupes, tu as Bigard, tu as Lireco, tu as Snef, si je dis pas de bêtises, j'ai Ouais. vu sur ton site. Aujourd'hui, est-ce que tu as un conseil pour ceux qui nous écoutent justement pour aller chercher des grands comptes comme ça, justement des prospects qui sont quand même plus difficiles à aller chercher que du TPE ou du PME, parce que je pense que c'est un peu le but de chaque entrepreneur, c'est d'aller chercher justement des grosses têtes un peu comme eux. Est-ce que tu as un conseil que tu pourrais donner pour ça? Bah déjà j'en ai plusieurs. Le premier c'est vraiment de ne rien à lâcher. Tu vois, c'est que en fait dans ce genre de boîte, tu sais que si tu envoies un mail, un courrier, etc. Bah, en fait, le courrier, tant qu'il arrive à la bonne personne ou le mail qui arrive à la bonne personne, bah, en fait, il n'y arrive jamais. Hmm. Donc, en fait, il faut de la récurrence, renvoyer régulièrement, régulièrement. Alors, des fois, tu te dis, ouais, ça marchera jamais. Puis, en fait, tu te rends compte que 6 mois après, ils t'appellent parce que tu as envoyé un mail il y a 6 mois et tu dis, bah, en fait, si, ça a servi à quelque chose. Ça, c'est la première chose. Et en plus de ça, c'est être sûr de ce que tu fais. Euh, alors, se comparer aux autres, c'est très très bien. Mais en fait, si tu vas démarcher une boîte chez qui, tu vois, tu vois, moi, pour la prévention santé, si la boîte, elle bosse déjà avec quelqu'un, bah en fait, moi, je vais mettre en avant ce qui nous démarque. Tu vois, je vais pas essayer de regarder ce qu'ils font et puis je vais faire pareil, mais mieux. Mm. Bah non, en fait, si tu es réellement convaincu par ce que tu fais et que tu as une réelle plus-value, bah explique-leur. Tu vois, explique-leur sans descendre l'autre, tu vois, sans dire bah l'autre il fait de la merde, c'est pas bien. Non, c'est toi tu fais ça et avec moi vous allez récupérer ça. Et parce que en fait, je suis sûr de mon métier, je suis sûr de mes équipes et en fait, c'est ça qui marche le mieux aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, les entreprises qui commencent à passer avec nous, c'est en fait, ils se rendent compte qu'on se démarque des autres, qu'on fait différemment et qu'on n'a pas essayé de copier un truc et qu'au final, il y en a 10 entreprises qui sont sur le même secteur, qui font tous la même chose. Alors eux, ils se battent comme des chiens parce que bah, effectivement, tu fais la même chose. Bah, nous, on est là, on est à côté. En fait, nous, on fait pas la même chose, hein. Ouais. Et du coup, ils font appel à nous. Génial. Trop bien. Génial. Et je suppose que, parce que là on parle forcément de toutes tes réussites, etc. Mais t'as fallu quand même un certain temps avant que tout ça devienne stable, que tu puisses en vivre correctement, que voilà, tu puisses être serein et que tu arrives sur ce niveau de vie-là. Ça t'a pris, c'est quoi, ça fait combien de temps que tu dis là, ça a commencé? Bah, ma première boîte, c'était 2014. Ouais, ouais. Donc 2014, j'ai eu des grosses galères au Covid, comme beaucoup malheureusement qui étaient dans la santé et dans le sport, avec un arrêt pendant 2 ans et où là tu es bien content que ta femme puisse bosser parce que bah, je vivais avec 500 euros par mois d'aide Covid. Alors il y en a qui se sont gavés pendant le Covid. Moi personnellement, dans le sport, on a morflé, ce Ouais. qui fait qu'il y en a beaucoup qui ont revendu, qui ont arrêté, qui sont repartis Ils ont repris la retraite qui ont aussi. repris la retraite, qui sont repartis en salarié, etc. parce que c'était une horreur pendant 2 ans. Mais ouais, bah, en fait, une vie d'entrepreneur, c'est toujours des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et ce qui est hyper important, c'est que bah, en fait, quand tu es en bas, bah, tu te dis, j'ai envie de dire, c'est pas le plus simple d'être en bas, mais pratiquement, parce que tu peux que remonter. Mais par contre, là où c'est le plus dur, c'est quand tu es tout en haut.
parce qu'en fait, il faut réussir de rester tout en haut le plus longtemps possible. Et quand tu redescends, d'essayer au fur et à mesure de redescendre le moins bas possible. Mm. Mais ouais, sinon, tu vois, quand j'ai arrêté mon contrat avec M6, obligatoirement, tu vois, c'était un revenu récurrent chez eux. J'étais payé au mois, donc c'était un revenu récurrent. C'est moi qui ai pris la décision d'arrêter, tu vois. Mais alors, pareil, c'était un bagage derrière, hein. J'aurais pu dire, vas-y, tranquille. Mais non, en fait, je m'éclatais plus, j'avais plus autant de liberté. Et il fallait que j'arrête, tu vois. Donc, et moi, vous l'avez ressenti, mais tu vois, j'ai pas peur. En fait, j'ai pas peur de prendre des décisions. Parce que je sais que peut-être que je vais perdre de l'argent, mais en tout cas, je serai plus épanoui personnellement. Et que l'argent que j'ai perdu là, je sais que, en fait, en étant épanoui, je vais le récupérer à un moment donné parce que je vais sortir un truc qui va déchirer. Parce que je vais mettre beaucoup plus d'investissement dans un truc et d'investissement personnel. Et puis, ouais, c'est. Mm. Et on parle beaucoup de solitude de l'entrepreneur aussi. Ouais. Et nous, c'est ce que, avec Sherp, tu sais, le cabinet de conseil qu'on a et où on accompagne les entrepreneurs du coup sur la partie expertise comptable et développement commercial. Est-ce que toi, tu as pu compter aussi sur des personnes comme ça? Je pense à l'expert comptable parce que moi je suis expert comptable, mais ça peut être un banquier, ça peut être un partenaire. Est-ce qu'à un moment donné, tu as pu compter quand même sur des gens pour t'aider Bah, sur. Obligatoirement, quand tu es entrepreneur, tout doucement, tu te rends compte que tu t'entoures de beaucoup d'entrepreneurs Mhm. parce que c'est des gens qui te comprennent, c'est des gens. Donc moi j'ai un petit groupe d'entrepreneurs, tu vois, mon meilleur pote il y a une agence immobilière, voilà, ma femme elle est ostéopathe, donc Ouais. obligatoirement dans son milieu on a des copines qui sont ostéo aussi, voilà j'ai pas mal j'ai mon banquier aujourd'hui c'est devenu un pote mais qui a toujours eu une totale, tu vois, c'est ce que je dis, les gens, moi j'ai une totale confiance en mon banquier, je peux lui Ok. donner tout mon argent sans Ça c'est bien vérifier. parce que Et, souvent c'est rare quand même. ouais, C'est généralement, je sais pas, j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est vrai qu'il y a souvent une méfiance vis-à-vis des banquiers. Mais quand tu peux avoir un bon ah ouais. banquier, avoir une bonne relation de confiance, Et c'est hyper important. puis mon banquier, tu vois, aujourd'hui, j'en serais peut-être pas là parce que c'est vrai que j'ai ces 3 villas, mais je suis aussi investisseur Ouais, ok, immobilier. Tu vois, aujourd'hui, on a 7 maisons avec trop ma bien. compagne. Tu vois, le banquier a été d'une aide formidable Ouais. parce qu'en fait, il nous a prêté l'argent au début. Donc aujourd'hui, il se rend bien compte que c'est rentable. Mhm. Mais tu vois, si tu n'as pas un banquier qui te suit et qui comprend ton fonctionnement, c'est là aussi où c'est important de s'entourer de banques et de banquiers qui connaissent le monde professionnel. Tu vois, Mm. les entrepreneurs, aujourd'hui, quand je vois des entrepreneurs qui sont avec des banquiers lambda, je ne vais pas dire que tu vois, à un moment Ouais, donné, c'est tu as besoin de conseils aussi. Et lui, Mhm. il a toujours été là pour ça. Mais ouais, moi, j'ai pas cette solitude de l'entrepreneur. Ça va. J'ai parfois cette solitude, tu vois, avec ma compagne, c'est là, on le sent, c'est que je vais devoir recruter. Donc, tu vois, la société va changer de dimension Ouais, bien parce sûr. que je vais avoir des salariés, etc. Et là, tu vois, elle commence à pas trop comprendre. Parce que Ok. elle est ostéo, elle est toute seule, Ouais, c'est de et il commence à y l'indépendant. avoir un truc où en fait, pourquoi tu prends quelqu'un, ça va te coûter autant. Ça va te. Donc c'est Ouais. réussir à, tu vois, que des gens te comprennent Ouais. en disant, ok, tu vas payer quelqu'un, ça va te coûter avec les charges patronales à peu près 5 000 à 6 000 euros. Mais en fait, derrière, lui, il va te faire gagner 250 à l'année, Bien sûr. 250 000 euros à l'année. C'est Et un peu ce qu'on disait avec Kevin et c'est un état des lieux qu'on a fait quand on a lancé Sherp, c'est que, et un peu à l'image de je pense, ce que tu as eu quand tu as fait le documentaire avec Jérémy, c'est, euh, tu vois, quand tu es parti en Islande, tu t'es filmé toi-même et au final, tu as fini par déléguer pour faire quelque ouais, chose de beaucoup plus pro et aller chercher une autre dimension. Et c'est un peu pareil, je pense, dans l'entrepreneuriat, c'est que tu es peut-être un super commercial, mais c'est peut-être pas ta formation non plus de ouais, non, non. base, ce qui fait que quand tu vas aller chercher un commercial qui, lui, derrière, va aller te chercher du chiffre d'affaires et va te permettre de croître, au final, il va peut-être faire un boulot qui sera encore meilleur que le tien et toi, ton énergie, tu vas pouvoir la dépenser ailleurs. C'est ça. Et c'est ce qui fait que tu vas grossir et ça va se multiplier de plus en plus. Et c'est la partie qui est un peu intéressante. Après, il y a aussi la question de est-ce que toi, tu vas réussir à déléguer? Parce que bien, ça fait Ouais. 12 ans que tu es seul et il faut réussir à donner sa confiance. Et je pense que Ouais. ton premier recrutement, il va être costaud, mine de rien. Mais ouais, cette partie-là, elle est hyper intéressante et je pense que c'est le tournant aussi qu'il faut prendre au bout d'un moment Mhm. si tu veux grandir, quoi. C'est ça, parce que là, clairement, moi, ça fait 12 ans que je suis tout seul. Tu recrutes une mauvaise personne. En fait, elle peut te flinguer tes 12 ans et Ouais. puis dans un Ouais, bien an que sûr. je reparte en salarié parce que j'ai mis la clé sous la porte, parce qu'en fait, j'ai plus rien, il y a tout foiré. Donc c'est là où c'est hyper important d'être accompagné aussi, tu vois, dans le recrutement, dans tout ça, parce qu'en fait, tu peux pas tout maîtriser, tu vois. Moi, j'ai cette faculté à percevoir très vite les gens, tu vois, à les comprendre, et ceux qui vont me mytho, je vais le savoir tout de Mm. suite. Et, mais des fois, tu peux te tromper, et c'est toujours là où c'est bien d'être accompagné par d'autres personnes
tu vois, qui passe entre guillemets entre les mains de plusieurs personnes et qui on arrive à identifier, bah ouais, lui en fait, de par ma personnalité, ce serait la meilleure personne pour toi parce que ça, tu vois. Mm. Mais le premier, ouais, je pense qu'il va falloir s'accrocher parce que quand je vais le recruter, c'est pas un entretien qui va passer quoi. Un podcast. Il va être tout nu quoi. Ouais, c'est ça. Après, moi, généralement, quand même, ce que j'ai constaté au fur et à mesure des entreprises que j'accompagnais, les entrepreneurs, c'est des entreprises qui arrivent à croître vite. Je parle surtout de croissance, je ne vais pas parler d'équilibre bénéfice ou quoi que ce soit, c'est plutôt vraiment en termes de croissance. C'est quand même des entreprises qui recrutent vite. Ouais. Et c'est ce que j'ai pu constater. Et aussi, la force, c'est si tu arrives à recruter vite, il faut que derrière tu sois en mesure de virer vite aussi. Ouais. Bon, c'est dur à dire comme ça parce qu'il n'y a plus de notion d'humain et de respect de l'humain, du travail, mais à un moment donné, si ça ne fitte pas, tu vois, il ne faut pas chercher à rester trop moque à personne. Ça marche pas, ça marche pas. Mais moi, c'est là où mon statut c'est pour ça que je bosse avec les indépendants là, par exemple. Ouais, Moi, bien les sûr. indépendants, c'est génial pour ça parce que, en fait, s'il y en a un qui fait pas l'affaire, bah, en fait, je le mets plus sur l'émission et puis c'est tout. Sauf qu'un commercial, en fait, c'est là où c'est compliqué, c'est que un commercial freelance, c'est bien, mais en fait, souvent, il a plusieurs contrats Mais oui. avec des Mmh. marques et du coup, il va pas être impliqué à 100% dans la Bien chaîne. sûr. Sauf s'il sent qu'avec toi, il va récupérer autant et puis avec Ouais. les autres un peu moins. Mais je pense qu'un commercial, c'est important que ce soit quelqu'un qui est embauché pour le coup et qui s'imprègne de la marque et Bien sûr, de la carrément. philosophie. Bah, Quoi. c'est Puis je hyper pense qu'un important. freelance aujourd'hui, ça a fait le taf sur un boulot qui fait du one shot, Ouais. sur de la vente de showroom, des choses comme ça où ça peut être intéressant. Là aujourd'hui, je pense que toi, tu as fait un boulot que je pense beaucoup n'arrivent pas à faire. C'est que je pense que beaucoup bossent avec Ludis parce qu'ils veulent bosser Candy aussi. Ouais. Et du coup, ils payent ton image, ils payent Ouais. aussi ce que tu véhicules et ce que tu dégages. Et c'est ça qu'il va falloir, je pense, bosser aussi avec le prochain. Il va falloir qu'il ait un petit peu cette personnalité, ce petit truc en plus qui fait Ouais. que, on dit toujours, hein, de toute façon, un commercial, il vend pas un produit, il se vend lui-même. C'est ça. Et c'est hyper dur à aller chercher un profil comme Ouais. celui-ci. Moi, j'étais commercial avant et je sais que c'était pas la partie la plus simple non plus. Mais voilà, je Mm. pense que le gros travail que tu vas avoir à faire, parce que je pense que ton concept, il est déjà tout prêt. Ouais. Et en plus, je pense pas que tu aies énormément de concurrents en plus aujourd'hui sur Bah, le marché dans la région. on en a sur la partie sécurité. Ouais, Sur la partie sécu, on en a, mais moi je fais pas de la sécu, je fais que de la santé. Mais tu vois, aujourd'hui, des entreprises concurrentes à moi, il y en a 2 ou 3. Chacun a fait 2 millions, 3 millions de chiffre d'affaires. ouais. Donc ça te Ouais. montre que Donc, tu as un marché encore il qui y a un est. marché qui est énorme. Quoi. C'est pour ça qu'il faut que je garde l'avance en fait. Il faut que... Et l'avantage aussi là de ta boîte, d'être resté mine de rien longtemps seul, on va dire, même si tu as des freelances, c'est que tu incarnes ta boîte à fond, quoi. Ouais. C'est-à-dire que, et ta boîte, et vice versa. C'est-à-dire que les valeurs de ta boîte, c'est tes valeurs à toi. Ouais. Et dans le recrutement, ce qui va être hyper important finalement, bah, c'est que le mec que tu vas recruter ou la nana que tu vas recruter, elle partage ses valeurs, quoi. Il faut qu'elle transpire tes valeurs, parce que sur le terrain, demain, ce sera peut-être plus toi, ce sera elle. Et il faut que le message derrière de Ludis reste le même Ouais, c'est que ça. celui qui était il y a 2-3 ans. Et puis c'est exactement ça, et c'est ce côté, tu vois, que j'essaye de transmettre avec mes aventures, c'est ce côté très humain, tu vois. Moi, Carrément. je vais chez les clients, très vite, en fait, avec les clients, on se tutoie, parce qu'en fait, ils se rendent compte que je suis pas le commercial, je suis pas le chef d'entreprise qui va les prendre un petit peu de haut. Non, en fait, je suis là, on échange, et puis, en fait, on finit par se tutoyer, parce qu'en fait, c'est cool, tu vois, on échange, et puis c'est bien. Et tu vois, j'ai pas de barrière, tu vois, mais j'arrive jamais en costard, j'arrive Ouais. jamais, même avec des... Tu vois, j'ai eu des rendez-vous avec des chefs d'entreprise, pourtant, tu vois, des gros noms, hein. Mais en fait, pour moi, c'est la même chose que d'aller voir l'entreprise où ils sont 20, tu vois. Je me mets pas de pression, je vais pas arriver différemment, Bien sûr. Ouais, bien sûr. parce que c'est un grand entrepreneur, non, et ça plaît énormément, c'est ce côté vraiment humain qu'on essaye de... C'est proxy, puis c'est bon, mine de rien, en fait, on te choisit toi parce que justement tu te défends ces valeurs, tu prends ces valeurs Ouais. de proximité, d'authenticité, mine de rien, ça fait partie aussi du storytelling. C'est-à-dire, C'est ça. bah, Ludis, c'est quoi? Bah, c'est Andy et puis c'est tout ce qui va avec, quoi. C'est ça. Et c'est un Ça, peu c'est ce qu'on hyper a voulu important. aussi véhiculer nous avec Sherp quand on a lancé, on s'est dit voilà, l'univers d'expertise comptable, et tu as dû le connaître aussi, c'est très cadré, très formel, etc. Moi quand je me suis associé avec Kevin, je me suis dit oula, on arrive dans un métier où tout le monde est costard cravate, très poli, très carré. Et moi c'est vraiment pas quelque chose qui me correspondait. Puis quand on en a parlé, Kevin, c'était un peu pareil, et on se disait bah voilà, effectivement, donner une image un peu plus décalée, c'est hyper cool. En plus au quotidien c'est beaucoup plus sympa parce que tu bosses avec des entrepreneurs qui, bien qu'ils puissent générer un chiffre d'affaires qui
soit énorme, avec qui tu peux avoir une proximité et tisser des liens. Et je pense que quand justement tu crées une proximité avec quelqu'un, ton travail il va être beaucoup plus efficace aussi. Tu vas aller un peu plus loin aussi. Tu vas pas rester dans le formel et dans le cadré de base. Et ça te permet justement d'aller chercher des choses qui sont beaucoup plus intéressantes que juste un rendez-vous classique avec, Ah bah ouais, avec c'est quelqu'un, ça. quoi. Et puis aujourd'hui, les gens, ce qu'ils recherchent, c'est de l'humain. Encore plus aujourd'hui, depuis le Covid, les problèmes géopolitiques qu'il y a, etc. On le voit, hein, même dans les grands groupes, je veux dire, des Decathlon, ils ont été chercher des têtes d'affiche, des humains, quoi. Ils ont été chercher Antoine Griezmann Mm. pour le foot. C'est le mec le plus aimé dans le foot à l'heure actuelle. Ils ont été chercher Jimmy Gressier dans la course à pied, hyper apprécié. Mathieu Monsieur Blanchard Blanchard, ouais. dans le trail, tu vois, les gens adorent son côté humain. Tu vois, ils auraient pu aller chercher du Mbappé, Non, en fait, ils ont été chercher des mecs, Ouais. des humains, des gens un peu ordinaires, qui ont une vie incroyable et qui sont sportivement extraordinaires, mais qui ont gardé cette attache humaine qui est hyper importante, quoi. Parce Clairement. qu'aujourd'hui, on achète de l'humain avant tout, quoi. On Ouais, bien achète sûr. c'est- C'est clair. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé d'aventure, on a beaucoup parlé d'entrepreneuriat. Est-ce que toi, au fond de toi, il y a un lien qui lie vraiment les deux parties? Est-ce que tu as un leitmotiv qui fait que voilà, si tu entreprends, c'est aussi parce que tu vas aller faire du sport ou indépendamment l'un de l'autre? Ou est-ce que c'est vraiment deux choses qui sont scindées? Ou est-ce que tu penses que le fait de te dépasser dans une bacarde, aller faire 15 boucles et 100 km à pied, justement, ça montre la persévérance que tu peux avoir justement en tant qu'entrepreneur? Est-ce que c'est deux choses que tu lis ensemble? Ouais, moi c'est vraiment, tu vois, c'est les deux choses qui me lient avec le monde entrepreneurial et mes aventures, ou mes courses, etc. C'est vraiment ce côté prise de risque et aucune limite. Ouais. Tu vois, c'est de me dire, ok, tu commences pas à te mettre des barrières. Et pour tout, tu vois, dans le monde de l'entreprise ou dans mes aventures, c'est en fait, il y a plein de trucs qui vont arriver. Prends ce qui vient et fais des trucs de ouf parce qu'en fait, parce que moi je suis comme ça. Et aujourd'hui, ouais, tu vois, j'ai fait une backyard il y a un mois. J'étais parti pour 24 books, tu vois, alors que j'avais jamais fait de backyard de ma vie. Mais en fait, ça m'a permis quand même d'en faire 15. Ouais. Et voilà, après, peut-être que certaines personnes avec le même état physique que moi auraient visé 10 et auraient fait 15. Moi, je préfère viser très haut et quitte à redescendre un petit peu, plutôt que de viser bas et puis aller un peu Ouais. plus haut. J'ai tu un peu vois. cette théorie-là aussi où je me dis si tu vises 100, tu vas forcément aller C'est chercher ça. 80, alors que si tu vises Exactement. 50, c'est plus difficile d'aller chercher Ouais, c'est au-delà, sûr, quoi. tu vois, quand tu auras dépassé 50, Mais ouais. généralement tu vas t'arrêter, T'es quoi. satisfait et tu finis C'est par ça. t'arrêter. Donc ouais, Ouais, trop effectivement. bien. T'as des indicateurs, toi, que tu suis au quotidien, en particulier, que ce soit financier ou commerciaux sur ta boîte? Est-ce qu'il y a des choses que tu traques tout le temps ou Ouais. est-ce que voilà, tu fais un état des lieux à la fin de l'année, tous les 6 mois, Ou même trimestriellement sur la partie investissement, parce que tu disais que tu investissais pas mal dans l'immobilier, ça peut être intéressant aussi de voir. Est-ce que tu es. Parce que je pense que tu regardes, es beaucoup en veille aussi sur les biens immobiliers, parce que tu continues d'investir peut-être. Ouais. Donc, Sur la partie immobilier, ouais, on se fixe un achat tous les ans. Ok. Mais je veux dire, tout ce qui se vend dans notre secteur où on achète, je suis au courant de tout. Tu Ouais. vois, je regarde tout le temps parce que la moindre opportunité, potentiellement, tu vois, même si ça fait pas un an, on peut y aller, quoi. Mais on se fixe ça. Après, moi, d'un point de vue, tu vois, vraiment avec l'UDIS, pour l'instant, je suis plus T'es plus en. en freeride. Ouais. Et Ouais, c'est au tu vois, ressenti, quoi. j'ai pas de, je me fixe des objectifs, tu vois, personnels dans le développement, etc. Mais tu vois, je suis pas au nombre de rendez-vous, je fais pas attention à tout ça, quoi. Ouais, t'es pas en train de suivre Non, pas encore. le temps passé par dossier ou C'est un ça, truc comme non, ça. non. Bon, après, pour l'instant, ça reste une structure qui est assez légère en coût, je suppose, C'est parce ça. que, en vrai, en coût fixe en tout cas, parce Ouais, que, non, non, je veux en pas fait, quand énorme. t'as un client, bah, du coup, t'as tes coûts variables en sous-traitance. C'est ça. Donc, si t'as pas de client, en soi, demain, sur l'UDIS, je suis pas sûr que t'aies des charges fixes. Bah, j'en ai quelques-unes, tu vois, j'ai mon box de stockage, Ouais. j'ai la voiture, j'ai tout ça, mais je veux dire, c'est pas. Ça, ouais, c'est léger en C'est charge, léger, quoi. j'ai pas de bâtiment, j'ai pas tout ça, quoi. Ouais, c'est ça qui est c'est la flexibilité, si d'avoir une Mm. structure comme celle-là, ça te permet de pouvoir, entre guillemets, encore piloter au ressenti. Ouais. Et après, demain, forcément, quand tu auras un salarié qui sera du coup un coût fixe potentiellement là, Là, il va va falloir du falloir coup piloter piloter un peu plus pour te potentiellement dire, différemment, quoi. bah, en fait, même les mois où c'est creux, va falloir en sortir parce qu'il va Ouais, falloir le payer. ça, c'est Et ça. donc là, ouais, là, il va y avoir un petit peu d'ajustement. Ouais, bien sûr. Bon, ça va se faire petit à petit, mais en tout cas, trop bien de voir que ça se développe
Ouais, c'est intéressant parce que du coup, tu vois vraiment le fait que tu vas, voilà, Mm. tu vas déléguer et tout. Et du coup, c'est un chemin qui est hyper inspirant parce qu'on voit que tu arrives vraiment dans la période de transition et ça te permet de pouvoir te développer. Là, aujourd'hui, si tu avais un conseil que tu pourrais donner aux personnes qui veulent entreprendre, qui veulent se lancer, parce que bah, forcément, l'entrepreneuriat, c'est un peu un idéal pour plein de gens, bien que ce soit pas forcément fait pour tout le monde, je pense. Mm. Si tu avais un conseil pour que quelqu'un qui rêve, je sais pas, de devenir coach sportif ou d'ouvrir un hôtel ou peu importe le business, pour qu'il puisse le faire et que ça puisse fonctionner, qu'est-ce que tu donnerais? C'est d'oser, d'innover et de se mettre dans la tête, c'est quelle expérience je vais faire vivre aux gens. Ok. Euh, Aujourd'hui, les gens recherchent ça et, et surtout ne pas faire comme les autres parce qu'en faisant comme les autres, en fait, tu n'es plus toi-même. Et c'est pas comme ça que tu vas être épanoui et c'est pas comme ça que tu vas faire du business. On en a vu des gens qui ont voulu faire copier des marques, copier ci, Mmh. copier là. Ça marche un temps, sur la durée, ça marche pas. Mais ouais, si vous avez une idée en tête qui vous démarque des autres, bah, allez-y. Au pire, tu vas te planter, mais je veux dire, c'est pas très grave, quoi. Ça te permettra de rebondir sur autre chose, de rencontrer d'autres personnes. Mais ouais, c'est oser et puis foncer, quoi. Moi, ce qui m'inspire Trop beaucoup bien. dans ton discours, c'est que, contrairement à beaucoup, tu parles très peu d'objectifs financiers, de choses comme ça. On a vraiment l'impression que tu fais ça pour t'amuser. Philosophie et accomplissement, Non, mais quoi. c'est vrai, en fait, c'est Ouais, ça. ouais, C'est bien sûr. vraiment, je coche des petites cases, je me donne des quêtes secondaires et j'y vais à fond. Et le fait de kiffer, en fait, je pense que du coup, ça se ressent pour les autres et ça marche naturellement, en fait. Ouais, j'ai pas. Et En fait, là, j'ai une stabilité financière. ouais, Et là, aujourd'hui, je vais pas dire que j'ai suffisamment pour vivre parce que faut pas croire que tu vois, quand les gens disent t'as trop d'argent, en fait, Ouais, quand tu gagnes de l'argent, t'es t'as toujours rentier, bien sûr. envie d'en avoir bien plus. sûr. Ça, c'est humain, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai une stabilité financière, euh, ce qui fait qu'en fait, je m'éclate. Tout ce que je fais, bah, en fait, si demain ça marche pas, c'est pas grave, tu vois, j'aurais osé. Et puis, par contre, si ça marche, bah, je serai encore plus riche, quoi. Donc Hmm. ça, c'est génial parce que je vais pouvoir réinvestir dans d'autres trucs, Hmm. refaire plein de trucs. Et puis, tu vois, mais ouais, moi, je m'éclate. Mon équilibre, tu vois, on parlait d'équilibre au tout début, mais cet équilibre, tu vois, jouer à l'équilibriste tout le temps, en Hmm. fait, moi, ça m'amuse, quoi. Dans le boulot, je m'éclate, dans ma passion, je m'éclate, dans ma vie perso, je m'éclate. Et le jour où, tu vois, dans mon entreprise, moi, je m'éclaterai plus parce que en fait, j'aurais tout fait et puis j'aurais tout vu et puis en fait, j'en ai marre. Bah, en fait, je vais recréer un autre truc. Mmh. Ouais. Alors, c'est pas là d'arriver parce que bah, là, tu vois, je m'éclate plus et je sais que je suis parti pendant un moment. Mais voilà, peut-être que dans 10 ans, bah, Ludis, je vais le revendre Hmm. et puis je vais créer un autre truc. C'est pas. Ouais. C'est vrai que c'est ce truc de voir la vie un peu comme un jeu. En vrai, ça aide pas mal parce que du coup, tu débloques un peu les niveaux Ouais, jusqu'au prochain checkpoint. Le but, c'est d'arriver jusqu'au boss final, quoi. Le boss final Carrément. que tu t'es un peu fixé. Et il y a de plus en plus de boîtes qui font ça aussi en termes de management. C'est pour essayer de. Parce qu'en fait, mine de rien, il y a de plus en plus de turnover dans tous les ouais, secteurs. Et comment tu fidélises, bah, en fait, c'est en gamifiant un peu le parcours d'un collaborateur, d'un salarié, et de se dire, bah, aujourd'hui, tu es là. Si demain, tu arrives à faire cette quête-là, tu vas passer de niveau. Puis après, tu vas arriver là, et avec tous les avantages qui vont avec, quoi. C'est de se ouais. dire, bah, tu vas prendre des points de vie, tu vas prendre des points de force, Ah ouais, non, c'est clair, c'est et tu vas exactement arriver ça. jusqu'à ton objectif final, Mm, quoi. c'est ça. Trop bien. Bon, en tout cas, parcours hyper inspirant. Pour conclure le podcast, moi j'ai une question pour toi. C'est, tu as fait plein de choses aujourd'hui dans ta vie, on en parle, tu as une stabilité, tu es un entrepreneur, je pense, voilà, qui est assez aguerri puisque tu as ta boîte qui tourne, tu as fait des expéditions de fou. Qu'est-ce que tu n'as encore jamais fait que tu aimerais faire? Est-ce que c'est un voyage, une aventure, un défi, une nouvelle entreprise, quelque chose avec ta famille? En gros, quelle est la prochaine étape pour toi? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Sans parler du projet C'est qui va arriver. c'est de faire koh. C'est Ah vrai? ouais? Ouais, c'est le rêve de ma vie. Et tu vois, c'est le seul truc que t'es pas en totale maîtrise parce que c'est pas toi qui décides. Ouais, bien sûr. Ouais. Tout ce que je fais, tout ce que je mets en place dans ma vie, c'est moi qui l'ai décidé et du coup, je mets tout en place. Sauf que là, ça dépend pas de moi, ça dépend plus de moi, tu vois. Ouais. Et c'est horrible. C'est Tu horrible parce postules que tous je les ans? postule tous les ans. Alors, je fais des tests régulièrement, tu vois. Ouais. Tous les ans, je passe un petit peu les étapes. Mais, euh, mais à un moment donné, tu t'es pas pris, tu sais pas pourquoi. Et puis aujourd'hui, je peux même plus regarder koh. Mais Ah alors, ouais? je dis peut-être une grosse connerie, mais il y a un moment où tu es parti loin dans les étapes Ouais, du casting, hein, sélection c'est ça? finale. Bah, quand j'ai fait l'Islande. Quand j'ai fait l'Islande, pas l'Islande, la Laponie, le lac Dinari, je suis allé jusqu'aux sélections finales et on n'était plus que 40 candidats. Oh la vache. Et c'est une horreur. Parce qu'aujourd'hui, tu vois,
là, je regarde un petit peu en replay vite fait. Mais en fait, je prends même plus de plaisir à regarder parce que je me dis, putain, en fait, j'ai trop envie d'y aller, tu vois. Ouais, bah, Et c'est horrible, ouais. c'est horrible, Après, tu je vois, pense que. ça dépend plus de toi, ça dépend pas de moi, quoi, c'est horrible. Ouais, et puis Ouais. mine de rien, en vrai, koh bon, après le but, c'est en vrai, continue à postuler, et Ouais, puis à force, peut-être moi, ça de toute façon, passera, mais je lâcherai ce qui est pas. compliqué, c'est que tu peux avoir la meilleure condition physique, Ouais, Ouais. c'est ce qui va pas t'assurer, en fait, ça t'assurera pas d'être à koh parce que, mine de rien, koh ça reste de la bah, télé-réalité. c'est du storytelling, il faut que tu Il faut as que tu aies un Un juste profil un peu milieu, atypique, non, mais ouais. clairement. genre, il faut que tu sois, et puis, tu sais, ils te mettent dans des cases, donc tu as Ouais. toujours, soit un Belge, Ouais. tu vas avoir un Suisse, tu vas avoir Un mec un hyper comptable, musclé, Ouais. un tu vas mec musclé. potentiellement un comptable, Un tu vas mec qui avoir sait pas un mec, nager. voilà, Ouais, c'est vrai. et il faut essayer de rentrer dans une case, et c'est comment tu vas le raconter ton Ouais. histoire, quoi, et essayer de te mettre dans une case un peu différente, et c'est comme ça que ça peut marcher, quoi. Trop bien. Bah écoute, Voilà. on te le souhaite, en espérant qu'un Ouais. jour tu ailles jusqu'à la dernière étape Ouais, et que tu passes cette dernière étape Franchement, je regarderai la saison, hein. et que tu aies un commercial qui gère aussi, parce que Ouais. d'ici là, C'est Ouais, clair, il va falloir gérer la boîte pendant que t'es c'est plus là, ça. quoi. trop bien. Bah en tout cas, merci beaucoup de ton temps, Andy. Avec grand plaisir, merci à vous. On mettra de toute façon les liens dans la description du podcast et de la vidéo pour le reportage et puis sur tous tes réseaux, hein, Andy Carelli sur Instagram, sur LinkedIn aussi, sur lequel tu Ouais. es pas mal actif. Et puis bah, nous, Puis, on vous dit à bientôt pour des nouvelles aventures, tout simplement, on aura fait tout ça sous le soleil. C'est ça. au lieu de la pluie. Bon bah voilà, Top. merci beaucoup. Bah, avec grand plaisir. Hyper cool.